Après 6 semaines d'attente, l'UFC est enfin de retour ce week-end à Las Vegas. Paddy Pimblett va-t-il prendre le titre par intérim des poids légers ou Justin Gaethje va-t-il relancer sa carrière en prenant pour la deuxième fois cette ceinture? Qu'attendre de cette carte bouillante de l'UFC 324 et que retenir de la performance de Saladin Parnasse face à Marcin Held et quid de la suite pour le prodige français? Aldric Enerby fait le tour de l'actualité MMA. Générique. Aldric, on se retrouve dans nos studios recordés habituels, 43e épisode d'Aldric Enerby. Je le disais dans l'intro, l'UFC est de retour. 6 semaines d'attente, ça t'a manqué? Bon, oui, mais je trouve qu'on a été. C'était très agréable à Radel, KSW ce week-end. Le week-end d'avant, on a vu un combo Ares Hexagone. Ça va, franchement, on a eu des events intéressants. Mais bien sûr, l'UFC manque surtout au bout de 6 semaines. Puis il y avait eu les fêtes avant, voilà, c'est une petite pause. Mais c'est la plus grande pause de l'histoire de l'ère moderne de l'UFC. Donc c'est quand même, je pense que pour les fans, il va y avoir une grosse attente pour la carte de samedi à Las Vegas, UFC 324. On va bien sûr vous faire la preview complète de cet événement-là. Avant tout, les rappels habituels, l'appel à l'abonnement. Aldric, abonnez-vous sur YouTube, sur tous nos réseaux sociaux, faire grandir cette communauté de Jab Life et faire avancer ce bousin. Et on a une bonne nouvelle pour cette communauté, puisqu'on a une petite nouveauté en cette semaine de retour de l'UFC et de premier événement de l'UFC en 2026. On lance, Aldric, la Fantasy League MMA de Jab Life. Alors Fantasy League, pour tous ceux qui ne connaissent pas, ça existe dans le basket, dans le foot américain. Aussi, ouais. Les sports américains sont très friands de ça. C'est en gros, vous allez faire enfin là pour l'UFC, donc ce sera des pronostics, donc pas de jeu d'argent, il n'y a pas d'argent en jeu, on fait des pronostics sur toutes les cartes UFC et on va gagner des points, il y a un classement et puis on essaye d'être premier au classement à la fin de l'année par exemple. Je pense qu'on va faire un jeu sur toute l'année nous à Jab Life et on fera gagner des lots, il y aura de la marchandise Jab Life, on espère trouver un partenaire. D'ailleurs, si vous nous écoutez, que vous voulez être partenaire de ce projet-là, vous êtes les bienvenus pour essayer de vous obtenir de plus gros lots aussi, mais voilà, on va faire un grand concours, c'est donc les pronostics sur l'UFC pendant toute l'année. Le site, c'est jabiq.com, jab-iq, donc iq.com. Allez créer vos comptes, ça commence dès ce week-end avec l'UFC 324. Exactement. Vous pourrez voir Herbie, vous pourrez voir Aldric, vous pourrez voir Nicole CM. J'ai vu qu'il avait créé son compte, donc lui aussi va donner ses pronostics chaque semaine. Et voilà, on se fait tous un concours de pronostics et voir qui de la communauté finira l'année comme le grand vainqueur de ces jeux de pronostics. On va jouer notre crédibilité, Aldric, là-dessus. Il va falloir qu'on soit bon. On va faire au mieux. Exactement. Donc ça commence jabiq.com, jab-iq.com. Allez-y, c'est un petit jeu de mots sur Fight IQ, bien sûr. Et soyez nombreux pour jouer dans ce grand concours de pronostics. On va tous s'éclater ensemble, puis ça nous permettra de faire le point chaque semaine, voir où on en est au classement tous les deux, Aldric. Voir si on tient la dragée haute à nos auditeurs. Je m'en fous, on peut faire ce que tu veux. Ma carte a gagné, la tienne. De très loin, parce que je crois que je t'ai mis un 80-20, je crois. La dernière fois que j'ai regardé, c'était 75-25. Les gens n'apprécient pas le bon vin, le bon vin français que je leur ai proposé avec cette fantasy card des moins de 66. Vous pouvez retrouver bien sûr notre Jab Culture spéciale sur les featherweights et nos 2 cartes fantasy card. Allez-y, allez voter un peu pour moi quand même, elle est belle. Tu m'as volé Jean Silva contre Luzen Keita, c'est ça qui aurait fait la diff. Donc c'est toujours en ligne, ça bien sûr sur YouTube, mais aujourd'hui c'est Aldric Enerby, donc c'est l'actu, je le disais, c'est l'UFC 324 T-Mobile Arena de Las Vegas. L'UFC est de retour après ces 6 semaines de pause. Petit rappel déjà, le co-main event bien sûr a sauté. On en a parlé jeudi dans le Jab Culture. Pas de Kayla Harrison contre Amanda Nunes puisque Kayla Harrison a été opérée au cou. D'ailleurs, je rebondis là-dessus. Ils ont parlé de postponed, c'est-à-dire de reporter. Oui. Mais reporter de quoi? Quand tu te fais opérer des cervicales, ça dure combien de temps? Je suis d'accord. Je sais pas si tu as vu, mais pas du tout en fait. Il y en a qui parlent de plus d'1 an d'absence. Oui. C'est en principe, pour avoir contacté 2-3 médecins que j'avais dans mon entourage, quand ça touche au cervical, il y a minimum 6-8 mois avant de reprendre ne serait-ce qu'une station debout un peu appuyée, comme un footing ou un truc comme ça. Oui, avant la reprise, donc tu es encore loin du combat. Ouais. Non, moi je pense qu'ils ont dit ça parce qu'ils étaient un peu dans le flou. Et pour dire, vous inquiétez pas, ce combat il aura lieu un jour, mais ça va être vacant. Compliqué, hein. Ça va être vacant. Notre scénario de Nunes-Shevchenko pour une ceinture vacante, à mon avis, là. Si j'étais parieur, tu vois, sur Jab IQ et qu'il y avait la possibilité de parier là-dessus, je pense que je mettrais un petit peu de points là-dessus. Mais ça peut même. En fait, si tu veux, tu as toujours l'impression de. Ouais, une blessure, on en voit tellement dans notre environnement du MMA que c'est pas très grave. Mais là, quand je me suis renseigné, il y a des gens qui m'ont dit peut-être même fin de carrière, quoi, parce que quand ça touche au cervical, c'est très compliqué. En plus, quand tu as la carrière qu'elle a eue en judo, tellement longue, on le disait, elle est pas toute jeune, Kayla Harrison. Non, elle a 30, je crois qu'elle a 36. Les cuttings, on rappelle qu'elle faisait du judo à 78 kilos, et que là, elle cut pour faire 61 en MMA. Forcément, ça a des impacts sur le corps aussi, Aldric. Ouais, puis tu sais, le judo, c'est vraiment un sport extrêmement traumatisant. C'est un accident de voiture à chaque fois, quasiment, avec le Kuminkata. Tu sais, il s'attrape fort et il se tire vers l'avant.
Et même si les femmes sont moins puissantes que les hommes, je pense que tu prends des gros chocs au cervical avec ce sport. Puis là, je demande au coach, mais avec son style de combat, Kayla, il faut vraiment que le coup soit à 100% pour y repartir. Sa win condition, elle est essentiellement debout sur les projections. C'est-à-dire Mm. qu'elle a besoin de projeter. On avait vu qu'elle avait maintenant un grand endpoint très puissant, mais sa win condition, ça reste projeter et frapper du sol. Donc bien évidemment, tu peux pas te permettre là d'y aller safe, quoi. Non, donc à suivre, mais je suis... C'est pas d'excellent augure pour la suite. Non, et je suis peu confiant de la revoir dans une cage en 2026. En 2026, moi je pense que non, Alex. Ouais. On part plutôt Je te dis clairement. Dans le meilleur des cas, c'est-à-dire où elle continue, on part plutôt sur début 2027, en effet. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais sur notre Jab IQ, sur notre Fantasy League, il y a des trophées. Et il y a un trophée, c'est juste pour voir un truc. J'ai repris ta célèbre phrase. Vous irez découvrir les trophées pour ceux qui vont s'inscrire à participer à notre concours de pronos. Donc, on n'a plus qu'un seul titre en jeu sur cette UFC 324. Après, ça reste une très belle carte. Mais la carte est superbe. On va vraiment toute la faire parce qu'elle mérite. Il y a beaucoup de combattants classés. Il y a beaucoup de combats qui sont alléchants sur le papier. Donc, le seul titre en jeu, c'est la ceinture intérim des lightweight des moins de 70 kg avec le numéro 4, Justin Gaethje du classement, contre le numéro 5, Paddy Pimblett. Déjà, Paddy est quand même, avant de rentrer dans la liste plus technique, il est favori des bookmakers, mais aussi, tu sais, j'ai été regarder sur Tapology, tu sais, t'as les utilisateurs Tapology qui font les prédictions. 64% pour Paddy. Bon, honnêtement, Tapology, je suis pas très fan. Les bookmakers, ça m'interroge plus. Demain, l'école, je les ai pas regardés. Je les ai pas exacts, mais c'est le favori. Ok, mais genre 60-40 d'assez loin, de même un peu plus. Ok. Ça t'étonne? Tu vois, on sous-estime là Gaethje parce que c'est la fin de carrière et que ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, tu vois, au très 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 haut niveau. En fait, si tu regardes d'une façon, je vais inventer un mot, mais algorithmique, évidemment que t'en as un qui est sa dernière défaite, c'est en 2018, t'as pas dit? Oui, 7-0 à l'UFC. Tu vois, c'était Sorenbach, tu sais. Et après, il avait perdu en grappling contre Stevie Ray, d'ailleurs, et depuis, il n'a plus perdu. Donc, si tu regardes ça, plus jeune, il est plus jeune. Il est sur un 7-0 et Justin à côté, il a une courbe qui est bien plus mauvaise puisque c'est des victoires-défaites depuis un petit moment. Ouais, la dernière victoire, son dernier combat, c'est la victoire sur Fiziev, décision unanime en mars dernier, mars 2025. Fiziev qu'il avait battu déjà 2 ans avant, mais c'est en mars 2023. Défaite Holloway, défaite Oliveira, tu vois, c'est moins. Et là, la victoire d'avant, c'est Poirier. Le KO contre Poirier pour la BMF avec le high kick, c'est en juillet 2023. On est en 2026, donc sur les 2 dernières années, il n'a pas grand-chose, tu vois, dans la colonne positive, non. Justin Gaethje. Non. Après, moi, je suis quand même beaucoup plus interrogé que ça, parce que je trouve que Paddy, dans ses victoires, c'est loin d'être irréprochable. On pourrait même s'interroger sur une. C'est-à-dire que très clairement, moi, celle de Jared Gordon. Oui, elle interroge beaucoup. Ça pourrait être on a rejugé. Oui. Il est dans ma liste de possibles et je suis tort qu'on va avoir le même résultat, toi et moi, à la fin, et que c'est pas Paddy Pimblett. Tu vois, et quand je vois ce genre de choses, je me dis, ok, attention. Pareil, si on s'interroge un petit peu sur ses défaites, même si c'est vieux, hein, quand il a un mec un peu solide, et là je parle pas de Sorenbach, je parle de Narimani par exemple, un petit peu solide, qui kick fort et qui peut pas me mettre au sol tout de suite, c'est un truc qui peut, à mon avis, avec le bon game plan, Gaethje peut faire quelque chose de très fort. Maintenant, on a quand même des interrogations. En fait, tu sais, là, j'ai pas voulu le faire parce que j'avais pas envie de mettre les gens en porte-à-faux. Mais la meilleure personne pour nous parler de ça, je pense que c'est Fares Ziam. Parce que lui, c'est le niveau de forme de Justin. Ouais, il était dans le camp. Ouais. Tu vois, mais j'ai pas voulu. Je me suis dit que c'était pas une bonne façon de faire que de lui envoyer un message. Mais lui, c'est. Voilà, je pense que Fares sait et il est capable de te répondre s'il va rouler sur Paddy ou pas, parce qu'on a quand même beaucoup d'interrogations. C'est un mec qui combat depuis très longtemps, Justin, qui a pris quand même beaucoup de coups, qui avait une carrière de lutte avant. Donc, il y a une interrogation. Moi, je pense qu'il est capable de le faire et que sinon, il ne se serait pas jeté dans cette bataille. Voilà ce que je pense. Mais il y a une interrogation sur sa forme, c'est sûr. Moi, je l'ai vu, je crois que je l'avais déjà raconté. Je l'ai rencontré à l'International Fight Week à Las Vegas en juin 2023. Donc c'était juste avant Poirier, le high kick. Tu le vois, je suis désolé. Qu'il a pris beaucoup de coups. Gaethje, même dans sa façon de parler. Voilà, quand tu parles avec lui, tu sens qu'il y a du kilométrage de cage. Quoi. Ouais. Tu vois, c'était il y a 2 ans et demi, ça. Alors, il n'y a pas énorme de combats depuis, mais il a quand même pris un énorme KO contre Holloway. Après, il a pris le temps de revenir quand même.
Ouais, c'était quasiment, Il a pris le temps de quasiment revenir. un an, C'est puisque ça. c'est mars 2025 après. Mais moi, j'ai des grosses interrogations, en effet. Si c'est Gedji, bon, pas prime, il est plus prime, mais tu vois, si c'est un Gedji au top de sa forme, les cotes, je les mets quand même beaucoup plus proches l'une de l'autre. Si c'est un Justin, je vais même pas dire au top parce qu'il est fini le Justin Prime. Oui, c'est pour ça. Mais moi, au top de ce qu'il peut faire en ce moment. Voilà, à 100%, pour moi, c'est Justin qui est favori. Je ne peux devant. pas te donner un prono parce que vraiment, il y a une grosse interrogation sur le Justin qu'on va avoir. Mais moi, je vais être plus clair que toi. À 100% de ses possibilités actuelles, il roule sur Paddy. Même sur un Paddy à 100% Ouais. aussi. Okay, ouais, parce qu'il a quand même des armes en striking. Paddy, il fait peur avec son sol. Les gens ont peur parce que bien évidemment, il est fort. Ouais, et je pense même qu'il peut soumettre d'en dessous Justin. Un Justin qui serait un peu fatigué, pas concentré, il va le finaliser en dessous parce que Paddy Pimblett, on se rend pas compte en fait de ça. Il est capable de prendre sa jambe et de la mettre derrière la tête. Il a une rubber guard de folie, il monte les jambes, ce qu'on appelle la garde d'escalier, il fait à la perfection. Il a un jiu-jitsu très haut niveau. Bah sur ses victoires récentes, tu peux rappeler King Green quand même, la soumission sur même Green. si c'est pas le meilleur grappleur de la planète. Mais tu vois où il a montré, il a une très grosse garde. Quel combattant il est, parce que sur ses dernières victoires, c'est aussi moi l'interrogation, elle est sur Gedji, mais elle est sur Pimblett parce que Chandler, c'est quand même plus le Chandler de première. Non, mais ça nous donne des infos. Pimblett, il a un striking incertain et il frappe fort. Il nous l'a montré qu'il frappait fort. Ferguson, c'était aussi quand même. On est loin du Ferguson Prime. Donc, bien sûr. En fait, tu as l'impression que son premier le vrai test est répondre à nos questions sur Paddy Pimblett. Bah, ça va avoir lieu là pour la ceinture intérimaire. Je ne sais plus dans quelle émission, la semaine dernière ou celle d'avant, tu as dit une vérité, Alex. Tu as dit que le bilan de Fares était meilleur que celui de Paddy, mais c'est vrai. Il y a de meilleurs adversaires. Mais évidemment. Donc on ne sait pas. Pas de plus grands noms, mais de meilleurs adversaires au moment où il les affronte. Et on ne sait pas. C'est-à-dire que si Justin, il est capable, un peu à l'image de ce qu'il a fait, franchement, moi, je trouve que sur son dernier combat, il a quand même montré beaucoup de maturité, Justin. C'est-à-dire que sur le combat de Fiziev 2, Fiziev, c'est un striker de très haut niveau. Tu fais une erreur contre un mec comme ça, il t'arrache la tête. Je l'ai trouvé. C'est une décision, hein, avec ce qu'il fait contre Fiziev. Et tu as regardé le combat dernièrement ? C'est propre, c'est posé. Ouais, c'est propre. Il va pas à la bagarre. On l'avait dit dernièrement, il s'est quand même beaucoup amélioré sur ça. Je trouve que sur le Fight IQ. Là, on parle d'un combat de mars. Bagarre contrôlée, beaucoup plus contrôlée. Et il a ses qualités en striking, tu l'as dit, il a ses qualités au clinch, ses collar tie, qui font du dégât. Très fort. Et s'il touche il a des gros Paddy dans des séquences comme ça, oui, Paddy, ça peut faire dodo quand même. Et je te dis, moi contre Fiziev, j'ai regardé le combat. Pourtant, on est sur un striker d'élite. Et il est posé, il est calme. Il part pas à la bagarre forcément. Il est très explosif sur ses rentrées et ses sorties. Responsabilité défensive importante. Et c'est ça surtout. Pimblett, il frappe fort. Il a un style qui est peu lisible. C'est vrai qu'à la limite, le match-up, il est peut-être plus à l'avantage d'un Justin Gaethje contre un Fiziev qui est lisible. Parce que c'est tellement haut techniquement que tu as l'habitude de ses sparring. Là, tu as un mec à son style à lui, qui frappe quand même très fort, avec l'incertitude de la lutte. Parce que, par contre, je te garantis que son niveau de grappling, Paddy, il est vraiment au-dessus, mais encore faut-il le mettre au sol. Ouais, est-ce qu'il va y arriver? On rentre dans l'analyse technique, on rentre dans l'analyse de ce qu'on voit, c'est est-ce que Paddy y arrive à faire ça? J'ai des doutes, moi. Ça dépend vraiment de l'état de forme de Justin. Ouais, ça va moi, je pense que s'il fait ce run, et s'il a remobilisé son équipe, fait venir des gens comme Fares, et tout, c'est qu'il prend ça au sérieux et qu'il prend ce run. Tu sais, là, on arrive à la fin, ça motive. Quand dans ta carrière, tu sais qu'il t'en reste un ou deux, c'est-à-dire que là, il perd, il arrête, et s'il gagne, il leur fait peut-être un dernier pour essayer d'avoir Ilya. Ça motive. Donc moi, je pense vraiment que s'il a 100%, ça va être une très mauvaise soirée pour Paddy. Maintenant, on ne peut pas savoir. Ça, c'est intéressant parce que justement, je voulais t'interroger là-dessus. Parce que quand on écoute ses déclats, lui, il dit qu'il lui reste 2-3 fights. Ouais. Il dit, je vais prendre cette ceinture, ensuite je vais aller battre Ilya, et ensuite je vais aller battre Max. Je vais prendre ma revanche contre Max. Ouais, Max ou Charles, il avait parlé. Voilà, c'est son plan, son plan en tête. Trevor Whitman, son coach, dit, c'est notre dernier run. Si on ne gagne pas ce combat, on ne continue pas. On va pas devenir gatekeeper après la carrière qu'on a fait et chercher des money fights. Il doit être là pour sa famille, prendre soin de sa santé. Donc, soit on gagne là, soit on stoppe. Donc ça, toi, tu le vois en positif? Parce que moi, je me dis, ça peut aussi être... Bon, bah, il le prend au sérieux. Mais tu sais, tu te dis, c'est la fin, en fait. Non, tu sais, c'est un mec qui est... Donc, tu sais, peut-être même psychologiquement qu'il y a un petit truc un peu qui lui dit... C'est un mec qui n'a jamais été stressé. De toute façon, en fait, je vais finir là. En fait, je vais finir là, tu vois. Je sais pas à quel point ça peut aussi jouer négativement. Moi, je pense que s'il avait pensé ça, il n'aurait pas fait venir des intervenants acteurs, et il y en a eu pendant son camp. Je pense que ça, c'est gage de sérieux. Ils l'ont jamais... Allez, regarde bien, Alex. Ils l'ont jamais fait. Justin il a souvent préparé des combats avec l'équipe de Whitman, avec l'équipe de Denver. Là, ouais, ils sont à Denver.
Elevation. Elevation, Ouais. exactement. Et c'est très rare qu'ils ont fait des trucs croisés. À un moment, ils collaboraient un peu avec Khabib via Ali Abdelaziz, mais ça, c'était au tout début, tu vois. D'ailleurs, Khabib explique que c'est Justin qui lui a appris à cutter. Et certains tricks, tu vois. Donc, moi, je pense que s'ils ont fait venir Fares, c'est que la shape y est et qu'ils ont pris ça au sérieux. C'est mon avis, je peux me tromper. Mais moi, je pense que Paddy, ça va être très compliqué samedi. Paddy s'est quand même aussi un peu amélioré en striking. Si tu fais le Paddy des Oui, débuts de bien l'UFC sûr, aujourd'hui, bien ça sûr. s'améliore. Paddy, il a un menton, parce que quand il en prend, il a résisté à quelques coups qu'il a pris. Moi, je pense que Paddy, même à 100% Gaethje, Paddy peut être un vrai problème pour lui. Non, mais Paddy, c'est pas une courge. Quoi qu'il arrive, je pense que ça va pas durer 1 minute, tu vois. Mais je pense vraiment que les gros low kicks de Justin, sa capacité à rester debout, son striking maintenant posé, ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. On va avoir beaucoup de réponses, en tout cas, à des questions sur les deux, et c'est intéressant aussi. On en vient aussi, puisqu'on a parlé de la fin du run de Paddy, on en avait un peu parlé au moment de l'annonce, mais c'est mérité. C'est mérité que Paddy Pimblett. Pas du tout. Bah ouais, parce que si c'était Ilia, je comprenais. Ok, il y a le bif, ça fait 3 ans que les mecs se cherchent, tu vois. Non, c'est pas du tout mérité. Mais si c'est pas Ilia, je vois pas pourquoi on a foutu Paddy Seulement, il y a un concours de circonstances important. Il y est Oliveira qui a booké contre Max. oui, et puis surtout, ils se sont déjà affrontés quand même avec Gaethje. Justin. C'est pas du 109. Oliveira, il a déjà échoué à la ceinture plusieurs fois. Donc, il y a un contexte. tu veux Il y a, pas- il y a, il y a tu veux pas Arman qui faire est blessé. Arman Arman est puni. Ouais, tu veux pas faire Arman. Et on En sait fait, pourquoi. le vrai problème, c'est Arman, quoi. Paddy a énormément de chance sur son run. Et puis, je pense aussi qu'ils n'ont pas envie de jouer l'UFC. Ils ont un contender qui est ultra quali maintenant. Mais si tu le laisses se faire poncer par Holloway, parce que je te dis, hein, il y a des match-ups qui sont pas à son avantage. J'enterre pas Paddy. Il reste très puissant et il a un niveau de sol hyper intéressant. Moi, je rêve d'un Gamrot Pimblett, par exemple, tu vois. Mais On sait tous les deux, on a envie un jour d'un BSD Pimblett aussi. ça pourrait être très intéressant. Ouais. Mais d'ailleurs, je vais te dire un truc hyper là. Il peut arriver au prochain combat, le BSD Pimblett. Oui, si BSD a battu Hooker la semaine d'après, complètement. Mais pour le moment, on est sur ce fight. Ouais, compliqué. Moi, je pense vraiment que s'il est à 100%. Après, si on a un mec qui vient faire son jubilé, parlons football, ça termine l'actualité de la CAN, qui va mourir donc dignement, parce que je te dis, Pimblett à prendre au sérieux. Gros changement de rythme. Il t'endort en fait, parce qu'il a ce style un peu mi-Claude François, mi-fighter, où il a des appuis très précaires et compliqués. La C'est une comparaison. Claudette, des fois, il a des appuis hyper compliqués, tu vois. Et derrière, tu le take down, tu peux te faire finaliser. Lui, sur sa reprise d'appui, il va très vite et il frappe fort, mais c'est très dur à lire parce qu'il n'y a rien de cohérent dans ses déplacements. Et du coup, il a des appuis qui lui sont propres. Ouais, c'est atypique. Hein. Ouais. C'est C'est un dur à combattant lire un très mec comme ça. atypique. Ouais. Et ça peut gêner des top strikers comme Justin. Pourquoi? Parce que regarde, Fares, techniquement, on est proche de la perfection. Ousmane, on sait, Trevor Whitman, c'est des mecs très posés techniquement. Tout ce qui se fait dans ce cercle est parfait. Devant les appuis et les angles un peu bizarres de Pimblett, ça peut poser problème quand même. Voilà, mais on oublie trop qu'il y a Gaethje, quand même, parce que c'est du striking. Voilà, ça tape très fort, comme tu dis. Il y a vraiment des armes techniques. Si un jour vous vous embêtez, regardez le 10-0 au WSOF, il est carrément flippant. Flippant. Il les massacre. Mais ouais, et puis j'ai ce feeling, tu sais, je t'en parle souvent, moi, cette impression qu'il est passé quand même de l'autre côté de la. Le match-up lui est vraiment favorable. Au-delà qu'il soit plus prime. Le match-up, Alex, il faut bien oublier. Paddy, s'il le fait, c'est vraiment qu'il a énormément de réussite ou que Justin est en dessous parce que le match-up lui est défavorable. Il est favorable à Justin parce que. C'est sans doute le match-up le plus favorable pour lui dans le top 5. C'est la seule. Moi, je te dis un truc sincèrement. C'est le seul qui gagne. Ouais. Et en fait, je ne vois pas du tout gagner contre Arman. Je ne vois pas du tout gagner contre Max une deuxième fois. Si Gaethje prend la ceinture et qu'il fait ce qu'il a dit là, mais moi j'ai très très peur contre Ilia. Ouais, mais ce sera. Là, c'est un money fight. Si c'est Ilia au top de sa forme, il va l'envoyer dans l'espace, Aldric. Ouais. Mais moi, ça lui fait vraiment. Là, j'ai envie de dire, là, tu pars avec les honneurs, tu vois, sur un gros fight, avec, je pense, pas mal d'oseille, parce que il y a un truc juridique sur lequel je voudrais revenir vite fait, et ça parle de l'actualité UFC, c'est Conor qui dit qu'il est plus sous contrat avec l'UFC. Ça, c'est faux. Mais que son contrat, essentiellement constitué de pay-per-view, doit être revu. Ça, c'est vrai. Ça, c'est très intéressant. Faut pas confondre. Aujourd'hui, il est toujours... Tu peux pas signer ailleurs. Tu ne peux pas signer ailleurs. Ça, c'est une certitude. Toutes les clauses qu'on connaît dans les contrats UFC. Mais en effet, tout son truc était basé sur les pay-per-view. C'est ça. Donc, tu es obligé de renégocier. Exactement. En fait. Parce que
C'est hyper. Moi, j'aimerais bien être avoir les petits papiers des négociations. Si Conor négocie vraiment, parce que c'est Conor aussi, hein, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Mais ça doit être très intéressant, les discussions. Parce que sur quoi tu bases le truc? Ah bah là, c'est du cash. Hein. Non, mais tu bases sur le nombre de vues que tu feras sur Paramount, tu vois? Ouais. Ouais, les abonnements. Peut-être les abonnements. Enfin, c'est Les- l'UFC, ça. Conor, il va poser une somme et point. Lui, il en a rien à fiche de Oui, en ça. fait, pour les. L'UFC, sur un algorithme, ils vont peut-être regarder les abonnements que ça suscite Mais donc, avec leurs partenaires. donc t'auras plus de trucs. Bon, bah, on te signe à tel prix, mais si tu fais tel nombre de pay-per-view vendus, t'as tel prix Non, non plus. là, Ce pour sera- Conor, ça va être une somme, ce un sera flat. une somme Bah oui, entière cash. c'est l'UFC qui va réfléchir. Donc plus haute que celle d'avant. Ah bah là, je pense honnêtement, hein, connaissant Conor, moi, je pense qu'on va être sur des flats entre 20 et 40 millions. Ouais, c'est possible. Mais je pense que ça change beaucoup de choses sur la négociation des Évidemment. contrats. Toi, de toute façon, tu en auras un jour aussi. Moi, avec j'en Manon, parlerai donc, parce que ouais. sur Manon, il y avait. Alors, bien évidemment que tout le contrat de Manon n'était pas concerné sur le pay-per-view, mais Manon, elle a ce qu'on appelle des contrats premium, puisqu'il y en a peu à l'UFC, où il y avait une partie pay-per-view. Ouais, c'est les contrats qu'ont aussi un Cyril, Ouais. que doit pouvoir avoir Nassourdine aujourd'hui, je pense. Parce Tout à que fait. quand tu es dans ces Oui. top, Oui. vraiment élite d'une catégorie, tu as ce Exactement. genre de Ouais. contrat. Mais pour tout cela, pour tous les combattants, finalement, du bas de l'échelle au contrat premium, voire à la superstar McGregor, le deal Paramount, il change tout. Bah, Il alors, change quand tout. tu disais bas de l'échelle, pour les mecs qui sont à leur premier ou deuxième contrat, ça change rien. Rien. Ils vont même pas signer, je pense. Zufa, c'est toujours Zufa. Là, Il y je a disais, ça changerait peut-être parce que peut-être qu'ils vont mettre un peu plus, non? Bah, Maintenant qu'ils ont 7 pareil, milliards. je te le dirais, mais moi, je pense pas. Là, c'est mon côté idéaliste parce que Moi, dans je le pense- fond. Dana l'a dit, rappelle-toi. Bah, exact. Mais moi, Mais je pense pareil, que- entre ce que Dan a dit et ce que Dan a Non, fait. je pense qu'il l'a dit, mais que ça changera rien pour le bas de l'échelle. C'est-à-dire que les mecs qui sont à leur premier ou deuxième contrat, on restera sur le même barème et que ça risque de monter légèrement pour ceux qui sont soumis au pay-per-view ou aux éventuels title fights. Ou peut-être à partir de 2 ou 3e contrat aussi. Et peut-être que ça Troisième, change je pense. aussi. Tu sais, on en a parlé avec Saladin, ou Zen Keita qu'on a vu récemment, pour les mecs qui vont chercher en dehors. Ouais. À dire, on peut leur donner un peu plus. Bah, parce regarde, qu'on a- ils l'ont peu fait, mais ils l'ont fait avec Keita. Ils l'ont fait avec De Ridder quand ils sont allés chercher One. Tu crois que De Ridder, il a signé à 10-10? Pas du tout. Donc, ils l'ont déjà fait. Moi, je reste persuadé qu'on verra Saladin à l'UFC et qu'ils vont aller le chercher. D'ailleurs, tu as vu, on en reparlera après, mais on va débriefer un tout combat, ça. hein. Ouais. Il lui en reste Oui. qu'un seul. Alors que Donc, ce combat est fait avant l'été. On peut rêver un UFC Paris avec je Parnasse. pense que quand moi, il en avait parlé au printemps, à l'automne dans Grand Talk, il avait dit 3, mais en fait, c'était 2 Ouais. qui lui restaient. C'est donc, ça. donc, en Donc, effet, il en reste qu'un. Là, on est vraiment dans une possibilité où tu peux avoir un Parnasse à Paris en septembre. On va débriefer tout ça et parler aussi de la suite après pour Saladin. Mais pour revenir à Spadi contre Gedji, l'UFC est très gagnant en fait aussi, peu importe ce qui se passe. Puisque, on va rappeler déjà, il a parlé sur les réseaux. Je sais pas si tu as vu cette semaine. Il a répondu. Ouais, il a dit qu'il revenait en avril ou en il mai. a répondu à des gens sur X. Il dit je reviens. On lui demande quand est-ce qu'il recombat. Il dit avril-juin. Il donne une tranche avril-juin. On lui demande si c'est contre Arman. Il dit non, le vainqueur de Gedji contre Paddy. Donc l'UFC est gagnant partout. Si t'as Gedji qui a pris, c'est encore une légende face à Ilia, tu vois, tu sais que tu peux créer presque. Et si t'as pas dit, t'as le buzz de Et quand si ils t'as étaient pas dit, battus t'as dans le la buzz. cuisine. T'as tout gagné Ouais. pour l'UFC, donc il n'y a pas de perdant à leur niveau. Donc je comprends aussi le choix du match-up par rapport à ça. Puis c'est un gros marché, l'Angleterre, Alex. L'Angleterre, c'est un gros marché. Paddy, c'est même plus l'Angleterre. Parce qu'on sait que son podcast qu'il avait fait à un moment a très, très, très bien marché. C'est une star, Pimblet, aujourd'hui. J'ai même pas vu ce qu'il avait sur les réseaux, mais c'est une star. Hein. Ah oui, c'est parmi les plus hauts, clairement. D'ailleurs, il est, pour le petit clin d'œil, pour ceux qui avaient suivi, on en avait parlé à l'époque. Alex, il a 5 millions sur les je te réseaux. dis, c'est une énorme star. C'est une superstar, Pimblet. Je t'en avais parlé à l'époque, quand il avait fait une vidéo avec Beard Meets Food, c'est le mec qui bat les records de bouffe. Là. Il en a refait une qui est sortie hier soir. Pour célébrer l'UFC 324, il retourne dans le même pub manger des wings. Donc voilà, t'as compris pourquoi. Et il en mange 2 fois moins qu'à l'époque. Ah bon, c'est Il pas mal. s'est un peu calmé sur le régime, notre ami Paddy Pimblet. Il baisse un peu. Mais je crois qu'il explique que quand il avait fait son record, c'était juste après un combat. Donc il était en mode j'ai faim, je veux tout manger. Je sors de ma diète. Donc ouais, ils sont gagnants sur tout à ce niveau-là. Les journalistes espagnols, Carlos Contreras, Álvaro Colmenero, qui sont très bien informés, très proches de Ilia, confirment que l'UFC lui a dit on t'enlèvera pas la ceinture. Prends ton temps. Ouais, t'as vu, reviens c'est quand tu veux. resté. Tiens, très bonne remarque, c'est resté un intérim fight. Un Oui, intérim oui, belt, parce tu vois. qu'il y avait eu des À un rumeurs. moment, ils avaient parlé ouais. d'en faire une ceinture définitive. Et Paddy même lui-même a dit s'il n'est pas là avant juin-juillet, il faudrait le destituer. Mais apparemment, l'UFC a dit à Ilia prends ton temps. Bon,
ils auront une limite. Hein. Il ne peut pas mettre 2 ans à revenir, tu vois. Mais pour l'instant, il n'y a pas du tout d'idée de le destituer ou machin. Donc, tu auras soit ton Elia Paddy, soit ton Elia Gedji. Et question, mais ça peut être Maison Blanche. Hein. si tu sais pas, c'est pas grave. Le broadcast en UK, c'est quoi? Pour l'instant, c'est pas Paramount. C'est pas Paramount. Non, ça reste c'est TNT, je crois. Ok. Peut-être que je dis une bêtise. Hein. Vous me corrigez dans les commentaires si. Mais ça reste pour l'instant de ce que pour C'est l'instant. pas encore un marché Paramount. Non, les 3 gros marchés pour l'instant, c'est Brésil, Donc Mexique, c'est bien pour États-Unis. ça hype des 5 millions qui sont allés le chercher et pas sur le fait qu'ils soient anglais sur ce coup-là. Ouais, parce que vraiment, moi, Ilia, j'aurais compris. C'était la grosse rumeur à un moment. Ilia a pas dit pour ouvrir Paramount. Tu comprends, 2 stars, le bif qu'il y a. Une fois qu'Ilia a sauté, j'ai quand même trouvé ça. Ouais, là, Ouais, mais après, là c'est vraiment un move de business. après, Alex, sur ces 5 millions, je suis sûr qu'il y a la moitié qui est aux États-Unis. Hein. En termes de Mais fans, évidemment. ouais, bien sûr. Donc aujourd'hui, c'est une super. C'est pas un Anglais poussé par le marché. C'est pas comparable avec un Diego Lopez qui est mexicain. Là, c'est une superstar. Non, mais tu aurais pu aussi te dire. Alors, ils les bookent ensemble début mars. C'est un combat qui fait sens depuis des mois. On le dit depuis la dernière victoire de Charles sur Gamrot. On dit c'est ce qu'il faut faire. C'est Max Charles. Mais une fois que tu n'avais plus Ilia, faire Gedji, Bah oui. Max 2 ou Gedji, Tu pouvais Oliveira splitter tout 2. ça. Ouais. C'est une volonté. C'était Mais pas. en même temps. Voire même Oliveira Max pour la ceinture Oui, intérimaire. mais Alex. Et la BMF, tu fais double ceinture. Mais- C'est double ceinture. Mets les Sean Shelby shoes. Et regarde avec un œil de matchmaker. Pimblet, tu risques. Si tu le mets contre un mec du top 5, tu peux le cramer. Ouais. Et s'il Bah, perd, c'est fini. j'ai- Là, il est sur un gros run à l'UFC. Il a 23-3. T'imagines, tu le mets contre Arman. Ah oui. Ça se fait ragdoll. Hein. Et donc, c'est pour ça que je te dis. Wow. Là, c'est le bon moment. Au moins, si tu le brûles, il perd pour la ceinture. Ça reste encore très vendable derrière s'il reprend un contender, tu vois. Mais si tu le laisses se brûler avant, ça va. Là, tu vends ta promo. Tu as l'ancien champion intérim, Justin Gage, qui est une star américaine, et tu hypes ce truc-là. À côté de ça, tu as l'invaincu à l'UFC, Pimblet, 7-0, 5 millions de followers sur Instagram. Voilà, tu l'as fait ton truc. Si tu splits le truc et qu'il perd contre Holloway ou qu'il perd contre Arman, tu fais quoi derrière? C'est plus compliqué. Donc là, pour la Et là, première t'as raison. Paramount, il Là, a... s'il se fait battre par Gedji, derrière, il est dans l'aéropage. Benoît, si Benoît a C'est battu Hooker, Gamrot, Et ça reste, ce genre il de peut nom. se refaire. Il peut se refaire en 2 combats derrière, tu vois. Alors que si tu le laisses se cramer avant, il peut pas se refaire. Là, 23-3, c'est vendable. En plus, Tu peux même imagines- faire le perdant de Max Bah ouais. contre Charles. Marc Charles, ouais. Ouais. Charles Pimblet, ça n'a pas de la tronche quand même. Ouais. Donc, il y a beaucoup de trucs et je pense que c'est le bon moment. Et il a une très grosse responsabilité. C'est pas, t'imagines, il fait le premier main event de l'ère Paramount. C'est énorme. Ouais, non, mais Là, c'est une superstar, mais ça peut devenir la méga star de l'UFC s'il gagne. C'est un gage très fort. Ah ouais. C'est un gage très fort. Et on n'en sait rien. Si ça se trouve, il est à Vegas. Hein. Et si ça gagne, il monte aussi dans la. Tu vois, deuxième fois que les deux feraient un face-off dans la. Tu peux imaginer beaucoup de choses. Ouais. Il y a bien sûr les problèmes judiciaires en ce moment, mais ça se trouve, il fait 2 jours à Vegas juste pour venir voir ça, tu vois. Possible. En tout cas, c'est un combat intéressant. Et je trouve qu'il y a beaucoup de questions sur ce combat, tu vois. C'est pas si simple que. Il est Paddy est favori parce qu'il est plus jeune et qu'il est dans la bonne dynamique, ou Gedji est favori parce que debout il va lui faire mal. Tu vois, quand on parle de projection, souvent J'ai ça du mal parle à le quand même de pronostiquer quand même. la blessure, le camp. Il y a toujours ce facteur un peu X, mais là il est particulier parce que on arrive quand même sur un fighter qui est vraiment proche de la fin. Donc à part Fares et les gens qui ont participé au camp, qui peut vraiment être gage de son état de forme? Et si t'es pas en forme contre Paddy, en fait, tu sais, c'est microsecondes pour sortir de la poche, en fait. Où Paddy va plonger dans les jambes ou envoyer son crochet sans angle. Si tu es exposé, tu jettes une pièce en l'air. Donc, on peut pas savoir. Vraiment, parce qu'il y en a qui m'envoient souvent des messages ouais, je vais parier, donne-moi un conseil. Et ben là, les gars, mon conseil, c'est de pas parier sur ce truc-là. Moi, je vois Justin passer Il est très difficile à parce que je pronostiquer. pense que le match-up est vraiment à son avantage. Mais s'il est en retard, légèrement diminué, qu'il n'est pas à 100%, Paddy, ça va vite. Il peut le soumettre. Hein. Paddy, oui. il peut le soumettre. Ouais. Et au très haut niveau, comme tu dis, c'est des fois des millisecondes C'est ça. qui jouent. Et un Gedji qui est plutôt sur la pente descendante, Exact. s'il a ce petit retard, tu vois, Ouais. qu'il est plus Ou une ce blessure, Justin qu'on tu vois. connaît. Ouais, ça pareil, on n'a pas d'infos sur comment C'est ça ça. se passe ces derniers jours pour les deux. Très très difficile à pronostiquer. Trop de spéculation. Ce qui Au est bien, niveau du c'est talent intéressant. pur et du match-up, moi je reste, et j'en démords pas, mon Alex, je suis sur un 65-35 pour Justin. À 100% des deux. Maintenant, trop de données. J'ai pas les réponses aux questions qui peuvent faire changer le truc, mais moi je pencherai un peu pour Paddy.
Toi, tu mets quoi, un 55-45 pour Paddy? Ouais. Mais par rapport à quoi? Tu spécules vraiment sur l'état de forme ou sur un Oui. game plan Non, particulier? je spécule sur. On est vraiment loin du Geji top. Ouais, en mais fait. ça a du sens ce que tu dis. C'est pour ça que je dis de ne pas parier sur ce combat parce Donc, que ça a du sens. donc, tu vois, c'est même une question de dynamique, de Hmm. tout ça, et ça, Mais et ça va vers Paddy. cette dynamique algorithmique des sites de paris, moi, elle me gave en fait parce que c'est pas un 7-0, c'est pourri son run, les combats ils sont pas beaux. Pour moi, il a perdu certains. Donc là, j'ose vraiment être Parce critique que sur le 7-0, tu vois. c'est le meilleur match-up pour Geji dans le top 5, tu l'as dit tout à l'heure. Mais Geji, c'est le meilleur match-up pour Paddy dans le top 5. Ouais, très clairement. Si tu prends tous les. Tu vois, pour les deux, c'est le meilleur match-up Ouais. en fait. C'est presque le seul contre qui je le vois possiblement gagner. Après, tu sais, des Paddy fois, Pimblett. quand même, on s'interroge. Rappelle-toi quand on a eu Gamrot, Oliveira. Moi-même, je te disais, je les ai jamais vus sur un tapis l'un contre l'autre. Je sais pas ce que ça va donner au sol. Et on a Et vu. sur ce combat, on a vu quand même Charles au-dessus. Ça veut pas dire qu'il est forcément 10 fois meilleur. Ça veut dire que sur ce combat-là, Ce jour-là. avec le short notice et tout ça, il était au-dessus. Avec Arman, moi, j'aimerais bien voir quand même, parce que la win condition d'Arman est essentiellement au sol et la garde de Paddy est excellente. Il pourrait nous surprendre aussi quand même, hein, contre un C'est Saroukian. celui sur lequel c'est peut-être le vois. plus. Il a une autre condition Ouais. possible de victoire, Ouais. mais moi je vois Arman quand même au-dessus. Quoi. Moi aussi. Tu vois, quand on le Mais voit il peut nous encore, ouais. quand on l'a vu encore l'autre jour au RAF là en lutte, c'est quand même un Ouais. animal, Arman Saroukian. Mais je te dis, attention, ne sous-estimons. S'il y a bien un truc, par contre, qu'il ne faut pas sous-estimer de Paddy, c'est sa garde. Et moi je l'ai toujours dit, je l'ai déjà dit à RMC, je le redirai là. Je pense que Paddy a été très accéléré parce que c'est une star comme tu l'as dit, mais je pense qu'il est sous-coté par la plupart des fans. Paddy. Non, il est fort, il est fort. C'est-à-dire que Paddy Pimblett est vu comme un combattant pas fort par beaucoup de mecs, alors que si. Si C'est un Justin excellent l'a combattant. sous-estimé, il va le payer. Parce que je te dis, il reste. On a un peu cette image de Paddy bouffi qui mange des fish and chips, comme tu dis, mais ça reste un athlète d'une grande souplesse, très explosif, un gros 70. Il a beaucoup de choses quand même qui font que ce mec est dangereux. Qui a un vrai mindset de combattant en plus. Qui lâche rien. Oui, il lâche Il y a rien. OK Warrior. J'ai regardé moi ses combats pour préparer l'émission. Il y a des combats où il a vomi à la fin, tellement il s'est donné, Ah il non, est allé mais- à fond. Et Ce ça, mec lâche rien. et ça se voit dans ses yeux. Tu sais, en plus, Mhm. avec ses entrées très exubérantes, t'as vu, dès qu'il se met contre la cage, là, quand il est dedans, le focus, Mhm. les yeux, Non, ça c'est trompe un- pas. C'est un mec qui a cette âme de Je combattant. suis d'accord avec toi, ce il est petit sous-coté truc. parce qu'on reste souvent sur ce Beatles bouffi, en fait, tu vois. C'est pas le cas, c'est un mec dangereux. Le look fait beaucoup, hein. Mhm. Le look fait beaucoup dans ces cas-là. Bah, Tu vois, Justine, incruste-nous une coupe Beatles sur la tête d'Alexandre Herbinet, vous allez voir que ça change beaucoup de choses. déjà, avec des cheveux, ça change beaucoup de choses. C'est la dernière fois qu'il y avait des cheveux, on n'était pas loin de. L'autre fois, tu me disais Laurent Fabius, on n'était pas loin de Fabius Premier ministre, je crois. La fois que j'avais des cheveux. Oh, Donc, non. les rêves d'anciens qu'on a avec. Tout à l'heure, on a fait une rêve de Colombo dans les. Ah, moi, j'aime bien Colombo. C'est l'ancêtre des experts, j'aime bien Colombo. Quelqu'un nous a dit, j'en ai parlé à ma femme et tout de suite, on a eu la rêve Colombo. C'est vrai. On est des anciens, que veux-tu, monsieur Cassette. Donc, très intéressant, Ouais. ce main event, et vraiment, Non, j'ai très envie de le voir. il est popcorn, hein, le truc. Parce que vraiment, les issues, où ça va se passer, est-ce que Paddy il est capable de toucher debout? Quelle est la stratégie de Justin? Est-ce qu'il va travailler en low kick? Au sol, ça va se passer comment? Est-ce qu'il va scramble et se remettre tout de suite? Ou est-ce qu'il va subir le grappling de Paddy? Est-ce qu'ils ont fait venir? Est-ce qu'en plus de Fares, il y a eu du top grappling? Ils n'ont pas montré grand-chose là-dessus. Tu vois, moi, j'aime bien picorer. J'ai vu un striker d'élite en la personne de Faresia, mais qui d'autre? Est-ce qu'ils ont fait venir un mec de Ten Planet, spécialiste de la rubber, comme peut l'être Paddy? Tu vois, il y a plein de petits trucs comme ça qu'on n'a pas. Il y a juste la confirmation qu'ils ont pris ce camp au sérieux, mais on n'a pas plus d'infos. Et il y a quand même des scénarios où ça peut être dangereux pour les deux. Et pour finir sur ça, le combat est très cool, mais pour la première de Paramount, moi, je suis quand même un peu déçu. Non, moi j'aime, je valide. Je le regarde et avec plaisir et tout, mais tu vois, il y a pas un. Il leur manque une de leurs grosses stars, quoi, quand même. Tu vois. Ouais, moi je trouve Enfin, que c'est. Paddy est une grosse star, mais qui n'a pas encore prouvé sportivement qu'il était la star, qu'il était au niveau sportif En de la fait- star publique qu'il est. Il leur manque, pour moi, il manque Ilia, Pereira, Ouais, Marachev. mais en fait, je trouve que c'est eux qui globalement, tu as une carte. En fait, là, le public qui n'a pas trop les moyens, parce que ça, c'est comme ça qu'il faut parler, va faire un peu sa rencontre avec l'UFC en direct. Et je pense que plus que de... Parce que les mecs, il faut les faire patienter quand même, si tu veux pas qu'ils zappent. Et moi, je trouve que là, sur la construction de la carte, c'est hyper intelligent. C'est-à-dire que là, c'est hyper excitant quasiment du début à la du fin. début à la fin. Oui, tu proposes un produit que les gens vont apprécier tout le long. C'est ça. Alors que Mais le la petite pay-per-view- cerise sur le... Ouais, mais En fait, tu vois, en timing en plus, je trouvais que ça, puisqu'on sait que, je sais pas si c'est déjà le cas, parce que c'était mi-janvier, mais que Aspinall a été opéré, a déjà été opéré et réopéré des yeux là en ce mi-janvier.
Pereira, c'était moins d'un round. Enfin, c'était combien? Moins d'une minute même en octobre, début octobre. Ouais. Gann, il a même pas fait un round. Non, tu pouvais le faire là, c'est vrai. Je vois ce que tu veux Moi, je sais pas pourquoi dire. ils ont pas mis beaucoup sur la table pour dire à Pereira Gann, ceinture intérimaire lourd, Après, première de Paramount, superstar Pereira qui peut conquérir dans une 3e KT, tu vois, même si c'est intérimaire. Ah, je sais pas, ça aurait eu de la gueule quand même je de suis faire d'accord. ça. Après, la direction que ça prend me plaît, Alex, parce que en fait, quand tu fais un pay-per-view, la plupart des gens, ils achètent pour un combat. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ça a toujours Et été. c'est la philosophie de l'anglaise à la base, hein, Ouais, ce qui que a j'allais dire. inventé ça. La boxe, ça est basé là-dessus. C'est ça. L'undercard, on s'en fout, c'est les 2 mecs qui sont sur le poster. Là, j'ai l'impression qu'ils ont envie de conserver, on parle un peu presque à l'image de YouTube, un peu, tu vois. Ils veulent garder les gens sur le programme, plus que Ce qu'ils les ont faire envie, c'est de acheter. vendre l'UFC Voilà. et pas un C'est ce que... combattant. et moi, ce que j'aime bien, c'est que combien même depuis un an, même pas un an qu'on fait Jab Life ensemble, on a analysé quand même quelques cartes qui reposaient sur un main event. Vrai ou faux? Là, Bah, Gann Aspinall, on n'est pas loin. ouais, là, on a une vraie carte. Et celle de la semaine d'après aussi. Celle d'Australie, elle est complète. Là, j'ai l'impression que la philosophie, elle est quand même de faire des belles cartes, globalement. Et ça me plaît, ça. Parce que les events, on les regarde nous Ah, en mais entier. Et des fois, Ouais, non, c'est indigeste un peu, tu vois. ça, je peux suivre complet. Mais ouais, il y avait un. En plus, Paramount, leurs 3 gros marchés, il y a le Brésil, dès 2026. Ouais, Pereira. Ouais, attends, le Brésil est pas en reste quand même là sur la. Non, mais Pereira, tu vois, sur le main event de ce premier truc, pour une ceinture des lourds, intérimaire. Waouh, la gueule que ça avait. D'accord. Après, je dis peut-être, tu vois, peut-être qu'ils lui ont demandé. Hein. Peut-être qu'ils ont proposé. Et que Alex, c'est lui qui a pas 2 voulu. secondes, juste. Parce que c'est trop rapide On pour n'a pas monter en encore lourd. fait le délai de la carte, le reste de la carte, mais le Brésil, t'as Cortés Acosta, alors qui n'est pas brésilien, mais qui est Sudam. T'as Natalia Silva, t'as Jean Silva, t'as Deveson Figueiredo. Ah, le Brésil n'est pas trop mal ils sont bien, représenté quand même. comme les mon Alex. États-Unis. De toute façon, Tu vois ces marchés-là sont très bien représentés. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a une raison pour laquelle c'est Natalia Silva qui est montée en main card et non Umar Nurmagomedov. Hein. Bah oui, C'est, évidemment que c'est pour cherchez ça. pas plus loin que la raison, elle Je te s'appelle dis, Paramount. Rose, ça reste aussi quand même une très grande Ouais, star voilà, de l'organisation. T'as une star américaine, une star brésilienne. C'était parfait avec, Mm. avec le contrat de Mais, Paramount. mais globalement, Mais ouais, le moi, gros- il me manque la petite. ah, moi honnêtement, Tu sais, quand c'est ils arrivent, popcorn. Hein. quand ils arrivent sur Fox, c'est Velasquez dos Santos, tu vois, le truc un peu. En plus, ils ont eu. C'était un peu, il y avait un peu cette tradition pour les nouveaux contrats télé, poids lourd, ceinture poids lourd. Non, mais c'est vrai. Le gros truc. Après, attends, Aspinall. Ah, En ce moment, il y a une vague de haine envers ce mec que je trouve pas forcément sympathique et j'approuve pas non plus sa com. Hein. Je trouve qu'elle est un peu limite C'est pas sur la- naze, mais t'as c'est sur la compris. com où il a pas été bon. Cela étant, ce mec, il a quand même pas fait exprès de se faire opérer d'un œil. Il faut arrêter au bout d'un moment. 2 Et opérations. tu sais comment j'aime beaucoup Cyril. Je l'ai encore vu la race de Nice. Moi, Cyril, je le trouve hyper fort. Non, non, mais on- il pousse pas le truc fake à se Arrête, faire opérer des Alex, yeux. on va pas est d'accord. stripper un mec de sa ceinture alors qu'il a galéré et que John Jones, le mec, il a pas combattu pendant un an. Au bout d'un moment, faut aussi récompenser Alors, les gars qui ont joué le jeu. C'est là où tu vois que la com est hyper importante parce que Aspinall, on fait une digression là, mais il fait pas sa vidéo YouTube juste après le combat. Il parle pas, tu vois, de machin et de machin, comme il a fait. Il monte le médecin à Abu Dhabi qui lui dit et machin. Il se tait, on l'entend pas. Et il arrive la mi-janvier, il dit les gars, j'ai été opéré 2 fois des yeux. Oui, la com est dégueulasse. Et là, tout le public serait hyper compatissant en fait Ouais. pour lui, à dire waouh, en fait, c'est une dinguerie ce qu'il a eu et tout. Mais la façon dont il l'a fait, il fait Après, qu'il passe pour. tu sais qu'en ce moment, je bosse beaucoup. J'ai pas regardé Passe pour un un petit peu la réaction du public et anglais et américain. Est-ce qu'il a leur soutien? Est-ce qu'il se fait clasher aussi? J'ai pas vu ça. En France, c'est une risée, ça, d'accord. Mais nous, on est spéciaux. Hein. On est un Ah, peu chauvin, les Français. des Les fois. Anglais un peu moins, mais les Américains si. Ouais, aussi. Ouais, les Américains pas mal quand même. Bon, mauvaise com. Mais c'est vrai que Non, et quand puis même. attends, et pour finir, peut-être que Pereira, ils lui ont demandé et qu'il a dit moi je veux plus de temps pour monter Non, en puis lourd même, et je serai pas prêt pour janvier. Alex, tu vois. t'es dur. T'es toujours extrêmement dur. Hein. Le mec a été opéré. Il n'a pas perdu sa ceinture quand même au bout d'un moment. Et tu peux pas en Non, mais plus. intérim. Non, mais d'accord, mais tu peux pas en plus faire monter le mec qui l'a blessé, même si j'adore Cyril. Non, c'était trop tôt. Ouais. Là, si après, lui demande un temps de rétablissement qui est trop long, que tu fasses un intérim, mais là, tout de suite, c'était un peu tôt quand Parce que même. tu- Alex. puisque Ils sont battus en octobre. Octobre. Ouais. Ah, quand même, on est en janvier. Intérim. Alex Hervinet. Oui, mais moi je voulais du Tu sais, clinquant. moi, j'imagine mon Alex avec une toge romaine en train de faire comme ça ou comme Moi ça. je voulais du clinquant pour cette Non, part de Paramount, un non. peu plus. Non, Et la carte est magnifique. Non, mais la carte est très belle. Mais Pereira qui monte en lourd, c'était mon petit clinquant en plus. Écoute, on l'aura peut-être pour plus tard. Et de toute façon, il y en a une d'intérimaire, donc déjà. Mais en plus, ça te fait 2 intérimaires, ça te faisait. Tu pouvais faire en juin après les unifications, Maison Blanche, tout ça. Non, mais Yo. je te dis pas que ça n'a pas de sens. Parce Je que te dis Maison t'es Blanche, dur avec Aspinal. On quand vous même. donnera une petite info dans les infos à UFC tout à l'heure. Maison Blanche,
priori, il n'y aura pas de Chimaev ou de Marachev. Il va falloir trouver d'autres stars. Je pense que les noms en F vont être un peu boycottés à l'entrée. Je pense qu'il y a un dress code et il n'y a pas de Russe. Si on croise Candy Merab, le mec à l'entrée C'est ça. les laisse pas rentrer. En C'est effet, ça. le videur. Comme event, Aldric, donc c'est plus Harrison contre Nunes. On en a parlé dès le début. Et c'est Sean O'Malley qui est monté en common event pour un 3 rounds. Ils ont pas passé ça en synchrone. Normal, les mecs s'étaient préparés pour 3 rounds. Contre Song Yadong, numéro 3 et numéro 5 à moins de 61 chez les bantamweight. Logique déjà que ce soit O'Malley qui soit monté. C'est l'autre grosse star de la carte. C'est une superstar. En termes de star power, c'est lui. Donc ça, tout à fait logique. Alors O'Malley, pour faire le contexte, il reste sur les 2 défaites contre Merab. C'est ses 2 derniers combats. La décision unanime de l'UFC 306 en septembre 2024. Oui, par le titre, bien sûr. Et le triangle de bras. La soumission, voilà, round 3, c'était en juin 2025. UFC 316, la revanche. Et Song Yadong, lui, il reste contre sa victoire sur décision technique après le high poke, c'est sur Cerudo, c'était en février dernier. Et avant ça, il y avait la défaite contre Petroyan en mars 2024. Comment tu vois ce match-up? Intéressant? Alors, par rapport à ce que l'actu, on va y venir tout de suite, comme ça on le dit tout de suite. Donc c'est Merab qui a dit que l'UFC lui avait dit que ce serait qu'il y aurait la revanche, en fait le 3 contre Petroyan dès le prochain combat. Donc ce combat-là va pas désigner du prochain challenger. Le prochain challenger, c'est Merab, selon Merab, et ce que l'aurait dit l'UFC. Et pourquoi on parlait de la Maison Blanche et des Russes? Donc c'est qu'il rajoute que l'UFC m'a aussi dit que notre combat ne serait pas à la Maison Blanche en juin parce que Petroyan est russe et que c'est impossible. Pas de Russe chez Donald Trump. je le trouve un peu excessif, mais a priori, en tout cas, c'est ce qu'on lui a dit. Donc, ouais, ça va pas désigner le prochain challenger, mais il est intéressant quand même ce match-up. C'est de la rôle. Attends, ça va pas désigner le prochain challenger immédiat. Là, tu immédiat. gagnes avec la manière, t'as le shot derrière. Moi, j'en suis persuadé. Pas immédiat. Bah, surtout pour Sean O'Malley, si Petroyan, avec l'antécédent qu'ils ont et le combat controversé, t'as un vrai truc à vendre si O'Malley s'impose. Mais je pense que la narrative de ce common event, c'est quand même que O'Malley doit se relancer, quoi. Alors c'est Merab les 2 défaites, mais il faut remettre du verre dans la colonne, Aldric. On a un O'Malley qui doit se relancer, qui reste sur ses qualités et qui est un formidable striker, ça on le sait. On a un Song Yadong. J'ai pas envie de parler de la victoire contre Cerudo, je trouve que c'est plus le même mec. C'est pas que je l'aime pas, mais on a vu derrière ce qu'il a produit à son dernier combat, tout ça. Si tu veux, pour moi, c'est pas un combat qui est riche d'enseignements. Et je préfère te parler de. Et j'ai mes petites notes, je fais mes devoirs, M. Herbinet, avec la décision des juges du combat contre Yann. Parce que ça, c'est intéressant par contre. Et on a quand même un Yadong qui a pris le premier round à Petre. Ça, c'est intéressant. C'est toujours, tu connais, Petroyan qui dans il certains combats. Mais attention, c'est pas. Et même s'il met du temps à démarrer, il faut le prendre. Il faut prendre un round à Petre quand même, tu vois. C'est un combattant magnifique. Tu vois. Tu ne me feras pas dire le contraire. Jamais. Et donc, on est sur un mec qui a 28 ans, si je dis pas de bêtises, donc qui progresse à chaque sortie. Moi, je trouve qu'il y a de la matière. En plus, je crois qu'il a bien fait son camp à Alpha Male. On est sur un 11-3-1 à l'UFC. Donc, tu le vois faire la surprise? Parce que c'est une surprise. C'est O'Malley le favori. Alors, on est d'accord. Je sais pas trop dans quel état d'esprit, parce que c'est dur pour O'Malley là. Ce qui vient de se passer, c'est-à-dire que tu fais un combat à la noche où tu perds avec une décision complètement unanime. Derrière, tu te prépares, tu crois que tu vas faire mieux et tu fais moins bien. T'arrêtes de fumer des joints en disant c'est bon, je suis mieux concentré et boum. Donc là, il y a vraiment une phase où c'est pas que son Yadong il peut faire, c'est que Yadong il est égal à lui-même et je trouve moi qu'à 28 ans, je vois ses sorties, je le vois progresser. Tu vois, surtout tu vois si tu regardes le combat face à Ricky Simon, d'ailleurs je l'ai trouvé, même si il gagne, il finit Simon au round 5 ce qui était main event. Il fait un nul contre Gutiérrez, une décision contre Gutiérrez, pourtant j'ai trouvé progresser. Tu vois, donc c'est un mec qui progresse. Là, la question, c'est pas de savoir comment il a progressé. La question, c'est de savoir comment se trouve O'Malley. Parce que là, par contre, tu peux être au creux de la vague et ça peut être terminé ta carrière. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui, à mon avis, l'a boosté de fou. C'est de voir Yann battre Merab. Réponse samedi soir. Si Merab reste champion, il se dit c'est bon, c'est mort. Il m'a battu 2 fois l'autre et il m'a terminé sur la deuxième. Il a fait encore mieux qu'à la première. Donc je vais pas avoir mon shot tout de suite. Là, il se dit attends. Je fais une belle dinguerie contre Song Yadong. Je prends le micro, je leur dis, tu te souviens Yann que je t'ai battu, c'est même controversé, machin, donne-moi ma chance, je vais te rebattre pour le titre. Et il a peut-être un boulevard qui s'ouvre en fait, O'Malley. Donc pour moi, ça l'a boosté ça. On va avoir la réponse. Mais va te remotiver après ces 2 défaites, avoir perdu ça. Puis comme je te le disais, quand tu as été champion, tu es la star, tu es dans les petits papiers. Lui, encore plus. Ouais. Tu vois, là, je pense que le coup a été dur et j'ai hâte de le voir de quelle façon il a digéré ça. Donc il y a un monde où tu penses qu'il fait une dinguerie et il double Merab.
Ouais. Pour avoir son Non, title shot il avant? double pas Merab. Non, je pense que Non, Merab, ouais. il double pas Merab. Mais globalement, moi, je spécule qu'on aura Merab avant l'été, un petit peu avant l'été. Je pense. Donc pas juin a priori, enfin pas la Maison Ça Blanche. peut être le week-end d'après Oui. la Maison Blanche. Ouais, ça peut être tu vois, l'International Fight voilà. Week de fin juin. Moi, je le vois là. Donc, ça veut dire que en fin d'année, un Petroyan, pourquoi pas? Au Malais, ça lui va très Et bien. là, par contre, là, s'il bat Song, je peux te dire que pour le Merab Yann 3, il sera au premier rang avec, Évidemment. avec sa pancarte Go Petr Yan. Hein. S'il te plaît, fais-le, quoi. Tu vois, Garde ta ceinture. En fait, ce qui est compliqué, c'est ça. Les gens ne se rendent pas compte. Et c'est pour ça que moi, des fois, je pars un peu en croisade avec les mecs, les haters et les mecs, parce qu'en fait, ils se rendent pas compte de ce que ressent un fighter quand il a perdu une fois. Alors imagine deux. Ça peut déstabiliser Mais les carrières. évidemment, Surtout, c'est t'en super avais déjà dur, parlé pour un titre. Mais évidemment. Exemple Quand Vettori, tu es plus par champion exemple. quand t'es plus champion de l'UFC, tu sais, quand tu es champion de l'UFC, tout est rose. La vie, elle est belle. Tout le monde t'appelle. Les mecs qui te font. Tu prends des 10 000 euros pour faire un partenariat de même pas 24 heures. Les sponsors, ils tapent à la porte, ils te remplissent ta boîte mail. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe. Et du jour au lendemain, il n'y a plus personne qui t'appelle. Là, crois-moi, même si c'est une star au Malais et qu'il a déjà une très grosse communauté, aussi qui game un peu sur Twitch et tout, mais je te promets, c'est dur mentalement. C'est très dur. Moi, je trouve que c'est un bon match-up parce que Song, en effet, très bon un combattant. Striker. Voilà, le style, c'est favorable à ce que O'Malley puisse briller. Ça reste un bon combattant, mais moi, je pense que Song, il y a quand même une sorte de plafond de verre à un moment. J'imagine pas Song Yadong champion. Sur le papier, on va pas se mentir, il est favori. Oui, mais je te dis, moi, deux défaites d'affilée, je veux voir quand même dans quel état psychique on retrouve. C'est bon match-up pour rappeler un peu aux gens qui est O'Malley. Parce que toi, tu sors des 2 derniers combats, il s'est fait quand même laver, en effet. Enfin, tu vois, il n'y a aucun doute sur la décision dans le premier et il se fait finir bien comme il faut dans le deuxième. Mais c'est Merab en face. Non, mais tu vois, donc tu connais ce sport à mémoire rapide. Ouais. On oublie un peu que c'est un sacré combattant, Sean O'Malley. Un sacré striker, un sol de haut niveau. Enfin, c'est un très bon combattant. C'est même un match pour reprendre confiance, revenir dans le game et se projeter vers l'avant. Maintenant, je te dis, moi, 2 défaites d'affilée, surtout quand c'est pour la ceinture, surtout quand elle porte beaucoup d'espoir, ces matchs, je suis quand même prudent sur le O'Malley qu'on va voir. Et tu sais encore plus pourquoi je me dis que c'est vraiment un match de combat de relance et que l'UFC a bien conscience de qui ils lui ont mis en face. Sur la même carte, il y a Oumar. En termes de classement, tu pouvais faire Oumar contre O'Malley. Ah bah oui, mais là tu l'enterres, là, définitivement. C'est pas ce qu'ils ont fait. Là, maintenant, tu l'enterres définitivement. Parce que la lutte, c'est long, Alex. Même si c'est un bon grappleur, son corps, son morphotype fait que c'est pas un très bon lutteur. Point final. Et il le deviendra jamais. Par contre, il peut prendre confiance. Il peut, comme il a fait à Aljamain, faire des feintes, contrer en uppercut ou travailler sur des déplacements pour contrer cette lutte. Mais jamais en lutte pure, il sera capable d'atteindre le niveau d'un Nurma ou d'un Merab. Point. Donc le FC l'a joué malin. On fait pas Oumar Sean, on met Oumar face à Figui et lui, on lui garde le match-up favorable. Ce qui fait que normalement, il peut s'imposer et nous garder le possible Yann O'Malley 2 avec la controverse. Si on a toujours dans le sac et que c'est le même O'Malley de l'époque d'il y a 2 ou 3 combats plutôt, Sterling, tout ça. Il le finit. Ouais. Voilà. Oui. Mais je te dis, attention. C'est pas des robots les mecs. Hein. Ils sont capables d'être affectés mentalement. Hein. Et pour écrire l'histoire qu'on a dit, il doit le finir. Ah, il doit. Ah, si tu fais... regarde, là, tu as dit un truc très intelligent. Bon, comme d'habitude, tu me diras, sinon on ne travaillerait pas ensemble, mais il y a un duel sur la carte. Si Oumar, lui, il fait un gros match-up, il tape aussi à la porte. Alors, il est en prélim, donc c'est plus dur de faire du bruit. Tu sais, c'est comme si moi, je suis sur la terrasse et toi, tu es dans le grenier. C'est plus compliqué. Tu fais un peu moins de bruit si tu cries. Alors que moi, sur la terrasse, tout le monde m'entend. Ben, c'est ça, c'est la même chose. Mais dans le grenier, tu peux faire du bordel aussi. Aussi. Tu vois, donc, attention à Merab parce que Figueiredo, c'est un mec solide. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure, c'est marrant. Si les deux s'imposent vraiment, dans le Merab Yann 3, ils seront vraiment tous les deux au premier rang avec, je pense, chacun l'envie qu'un des deux s'impose. Parce que Oumar, à mon avis, a très envie de prendre sa revanche contre Merab. Je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense que s'ils s'imposent tous les deux et avec la manière, les match-up, c'est fait. C'est-à-dire que tu auras un Petroyan au Malais parce qu'ils vont pousser leur américain. C'est ça qui pousse. C'est pas de bonne guerre parce que ça devrait vraiment être que sportif, mais c'est compréhensible. Et vu qu'il a déjà perdu 2 fois contre Merab, c'est sûr que c'est pour Nurma. C'est pour, exactement. Et tu vois, c'est pareil. D'un point de vue purement stylistique, je t'avais dit quoi quand je t'ai dit attention Alex, voilà la dinguerie arriver pour Yann, je t'ai dit s'ils se raffrontent
s'ils font une troisième, Toi, tu as mis Merab en favori. Merab, Ouais. mais ça dépend quand même aussi du mental. Comment il a vécu ça? Mental, état de forme à ce moment-là. Ouais. Il y a toujours, comme d'habitude, plein d'inconnus. Facteur X. Donc en tout cas, Comain, très intéressant aussi. On continue de remonter la carte. On est chez les poids lourds. Waldo Cortés Acosta continue sa tournée de combat tous les 2 Quelqu'un mois va et demi, mourir. 3 mois contre Derek Lewis. Quelqu'un va mourir. Bagarre de barre, Ah, Aldric, ouais. numéro 5 contre numéro 8 chez les poids lourds. On ne Mm. s'attend à rien d'autre qu'un gros KO au premier round. Je vais te le Ouais, dire parce que assez. autant on efficacement. avait été déçus par Francis Derek parce que ça avait été trop. Ils se ont même pas trop osé se taper, tu vois, à l'époque. Autant Acosta, il sait pas faire ça. C'était, tu sais, c'était deux ados en boom qui se regardent mais causent pas avancer. Mais Acosta sait pas faire ça. Et il a bien pris conscience que lui, il faut ramener ça à un brawl et il doit toucher. Maintenant, quand tu joues à ça, et rappelle-toi quand je t'avais dit Lewis, je sais plus quel combat c'était, je t'ai dit attention, Talisson Teixeira, Palisson sa Teixeira, dernière je victoire. t'avais dit attention. Là, je vois quand même un gabarit supérieur. Je prends mes petites notes en même temps que je te parle, c'est très bien. Il y a deux aussi, alors pour te faire le contexte, hein, parce que c'est pas du tout la même activité. Lewis, il y a la victoire contre Teixeira, le KO au premier round, c'était en juillet dernier, dont on avait parlé donc ici sur Jab Life. Avant, il y a la victoire contre Grego Nascimento, c'est en mai 2024. Et avant ça, c'est la défaite de Jelton Almeida en novembre 2023. Donc, pas une énorme activité sur les 2 dernières années. Derek Et Lewis, 40 ans. Voilà. Cortés Acosta, l'année dernière, 5 combats, 4 victoires, 3 KO. Donc, il y a les victoires sur Ryan Spann, Sergei Spivak, Ante Delija avec le célèbre high poke une semaine après gagne contre Aspinal, et Shamil Gaziev, ça c'était en toute fin d'année. Et la défaite, c'est Sergei Pavlovich, on se rappelle, mais il se fait pas mettre KO, c'est décision. Hein, pour Alors là, moi, je te Pavlovich. prédis un KO, mais je vais être très prudent et j'enterre pas du tout Lewis. Lewis, quand ton game plan, c'est de brawler en sachant que là, il y a 2 cm d'écart en reach et il y a 3 cm d'écart en taille. Donc, c'est rien du tout. Okay. Ils sont dans la même poche pour frapper. Allez, je mets un 60-40 pour Walter Acosta parce que l'âge, la confiance qui est importante, la dynamique, tout ça. Le mec, il a fait ça tous les 2 mois depuis 5 mois, tu vois, donc depuis 1 an. Donc, il est prêt. Lewis se fait plus rare, il se fait plus âgé. Mais je te dis, un 60-40, ça reste serré. Si c'est Lewis qui connecte, il l'endort pareil. Hein. Non, mais en tout cas, c'est garanti de spectacle. Garanti que ça va s'envoyer. Quelqu'un va mourir. Tu sais, ça va être dans la poche. C'est même les 2 poches de bière, hein, pour le coup. Si on regarde les deux bides, quelqu'un va partir sur une civière. Oui. Ouais, voilà. Quelqu'un va perdre connaissance. Ça, c'est une certitude. Et c'est marrant parce que Cortés Acosta, t'aurais pu lui mettre d'autres match-up après la série qu'il a fait. Là, c'est spectacle, Alex. T'aurais pu mettre Blades. Oui, mais là, c'est 100% spectacle. Voilà. Tu sens quand même qu'il y a de cette recherche. C'est ce que je te dis. On parle depuis quelques temps de Paramount. Ouais. On va leur mettre un truc où le mec qui regarde pour la première fois l'UFC là sur Paramount Plus, il va se dire, et qui aime bien la bagarre, ah ça c'était cool. Bah ouais. Ça c'était cool, les deux ils se sont envoyés et il y en a un qui est tombé. Là où je te dis, c'est pour ça que je te dis, Alex, regarde cette carte plus attentivement au lieu de nous faire tes caprices. elle est extrêmement stylée, cette carte, en termes de qualité. Et bien fabriquée. Voilà, fait pour qu'il y a du chaos, que ça boxe. Au Malais, il y a donc... Ok, moi je t'ai fait des pronos par rapport à l'état de forme, au mental aussi, mais ça va boxer. Techniquement, ça va bien boxer. Oui. Justin Paddy, ça va envoyer. Il y a un peu le jeu du chat et de la souris, mais c'est un combat qui ne peut pas être ennuyeux. Acosta, Lewis ne peut pas être ennuyeux. Et on va y venir, on commence la main card par Allen contre Jean Silva. Donc tu vois, et même, Namajunas Silva ça va ne boxer. peut pas être... Alors, ça boxe, on sait que Rose, elle a des bonnes liaisons. On sait que Silva, elle a un taekwondo et des jambes extrêmement rapides et que c'est une très grosse contreuse. Il y a moyen de s'amuser. Même d'un combat féminin, parce que souvent on dit, ouais, tu vois, je reçois des notifications même sur Insta, le défenseur, je m'en fous moi du MMA féminin. J'ai une athlète femme. Moi, pour moi, le MMA féminin, c'est les combats de Manon que je prépare. Je suis le défenseur de rien du tout. J'ai jamais eu d'autres filles et les 10 autres athlètes que j'ai à ma salle sont des garçons. Donc je suis le défenseur de rien. Juste, je vois une égalité, une équité entre des athlètes. Et ça, c'est ma façon de penser. Pour moi, les filles, c'est comme les garçons. Point final. Mais je ne suis pas le défenseur de rien du tout. Foutez-moi la paix avec vos trucs et ne me taguez pas sur les réseaux. J'en ai strictement rien à fiche. Petit message est passé. Cela étant... Un jour, tu prépareras Justine pour un combat. Mais il faut qu'on crée sa catégorie à Justine. Voilà. C'est la catégorie Kellogg's Cornflakes. C'est tout petit. Mais plus sérieusement, ce combat de MMA féminin,
pareil, ça va se passer debout. Et même si je pense que la victoire de Rose se fait éventuellement sur de la mix, sur le fait de mixer Mixer du le jeu de MMA, MMA. Ouais. ça reste un très très beau combat. Et toute cette carte, elle est faite là-dessus, Alex. C'est ça qui est beau. Bah, là, c'est popcorn du début à la fin. Bon, le Cortez Acosta Lewis, moi, 60-40 Acosta. Ouais, je penche quand même plus pour Acosta. Mais attention, Mais dans le jeu qui va être fait dans ce combat-là, en effet, Lewis reste dangereux. il vaut mieux avoir un game plan lutte sur Derek Lewis, même à 40 ans. Black Beast, j'espère juste qu'il va pas se mettre en slip s'il regarde, gagne. sa dernière défaite, c'est Almeida. Ouais. Rappelez-vous de. Mais allez, Acosta gagne juste pour pas qu'on le voie en slip. Puis pour continuer, je te l'avais dit en décembre, là, ils sont en train de créer un truc avec Acosta. Il a ce côté un peu star. Ouais. Il est spectaculaire sur la façon de finir ses combats. Son truc avec son eye patch, là, pour se moquer d'Aspinal, plus ce qui s'est passé contre Delija. Il y a une histoire qui s'écrit qui fait que ce mec-là peut être un des pions qui compte chez les poids lourds dans l'année à venir. Avec toi. Donc pour ça aussi, il faudrait, je pense, que Acosta s'impose et continue et reste, tu vois, ce mec top 5 et qui peut aller titiller un peu plus haut. Donc on enchaîne avec Natalia Silva, Rose Namajunas, qui sera le combat d'avant, numéro 2. Contre numéro 6 chez les flyweight, chez les moins de 57 féminines, ou la numéro 1, on rappelle, c'est Manon Fiorot. Silva, c'est 7-0 à l'UFC, comme pas dit. Les 3 dernières victoires, c'est Grasso, c'était à l'UFC 315 à Montréal, où il y avait Manon contre Valentina. Jessica Andrade en septembre 2024, et Viviane Arroyo, c'est que des décisions unanimes à chaque fois. Et Namajunas, elle reste sur la victoire sur Miranda Maverick, décision, c'était en juin. Et depuis Manon à l'UFC Paris 2023, elle est sur un 3-1, donc il y a Maverick, il y a aussi Tracy Cortez et Amanda Ribas, et la seule défaite entre tout ça, c'est Erin Blanchfield. Comment tu vois le match-up? Alors, c'est passif parce que moi j'ai vu beaucoup de gens dire, tu vois, genre Silva large favorite. Pour moi c'est pas si fait que ça. Alors, loin de là. Sur le papier, Silva favorite, je trouve ça cohérent. Maintenant, oui, mais favorite, mais pas méga favorite. Non. Maintenant, je te disais la dernière fois que j'étais allé voir la chaîne YouTube de Rose. En tout cas, bien ou pas bien, je ne sais pas si elle a bien fait les choses de son côté, mais en tout cas, elle s'est donné les moyens. Elle a fait venir une fille de niveau mondial en taekwondo. Donc, elle a fait vraiment un game plan où elle a investi de l'argent sur elle-même. Et donc, je pense qu'elle va arriver prête. Je rappelle quand même que Natalia Silva, sur son deuxième combat, si je ne dis pas de bêtises, se fait takedown et se fait fermer un triangle complet par Teresa Bleda, qui a des qualités de lutte importantes, mais qui a un timing, je dirais, identique à Rose. Donc oui, Alex, il y a un monde où elle peut imposer sa lutte et ses liaisons. Parce que Rose, oui, le KO sur Wailing et ce qu'elle est capable de faire. Mais je pense que là, malgré tout... Puis c'était à 52, on le rappelle. Mais là, Natalia Silva, c'est un petit gabarit aussi. Par contre, elle défend bien la lutte. Il faut vraiment mixer. Et c'est une contreuse. Alors, pour l'instant, le seul vraiment très haut niveau, c'est mon avis, c'est son combat contre Grasso. Maintenant, moi, je ne l'ai trouvé pas en shape, Grasso. Pour les raisons que je t'évoquais en plus précédemment. Perte du titre, le 5 rounds à 0 où elle s'est fait manger par Valentina La Noche. Je pense que ça a beaucoup impacté sur son mental à ce moment-là, qu'elle est juste venue chercher un billet et qu'elle était mal préparée. C'est encore une fois un avis qui n'engage que moi. Mais là, tu vois, c'était le bon moment pour la prendre parce qu'elle était détruite psychologiquement après le 5-0 qu'elle a pris à Vegas. Parenthèse, ce combat-là, au départ, ça devait être Alexa Grasso, Rose Namajunas. Ouais. Et Grasso pull out et ils ont mis Natalia Silva à la place. Donc tu sens que Grasso, il n'y est plus pour le moment. Franchement, c'est sincère. Et là, tu vois, le combat contre Macy Barber nous donnera des infos, savoir si c'est fini ou pas. Parce que ce rebond psychologique, il existe. Il n'est pas sorti de ma tête. Donc, c'est une vraie interrogation sur Silva, sur sa capacité à gérer le très haut niveau, à gérer une fille qui ne va pas se jeter cette fois-ci, qui fait des feintes. Qui je trouve de mieux en mieux habituée à 57. Ouais, je la trouve grasse quand même, moi, pour être honnête, au niveau de l'optimisation corporelle. Je vois les photos. Je trouve qu'elle est mieux, tu vois, elle est mieux dans la KT. Elle est plus lourde. Elle a changé un peu son physique de 52 qu'elle avait. Elle est plus lourde. Après, c'est pas au petit. Mais Silva, c'est pas une grosse 57. Donc, à la limite, là, sur ce coup-là, ça s'équilibre un petit peu. Mais on va avoir une belle guerre technique. En taille, c'est pas Manon, quoi. Non. Ouais. Elle est un peu ou grasse. Santos à l'époque, tu vois. Mais exactement. Ouais. Ou une Santos. Ou même une Messi qui est quand même costaud, même s'il est un peu plus petite que Manon et Santos. Mais c'est un beau combat technico-tactique avec une Silva qui est peut-être la meilleure contreuse de la catégorie. Parce que avec une bonne défense de lutte. Mais qu'il a. Alors, par contre, celui-là, il peut être chiant un round. Celui-là, il peut être chiant. Celui de l'observation. Ouais. Après, il faut bien gagner les rounds, il n'y en a que 3. Mais on peut avoir un premier round un peu chiant. Et surtout, si c'est Rose qui le gagne, un combat chiant sur la globalité.
Silva, non, c'est jamais chiant. Si elle touche, elle essaye de finir. Oui, elle libère les Mais il y a un kicks. monde où c'est Rose qui gagne et qui mène au point et qui le rend le combat très chiant, hein. Là, on peut un peu rester Ouais, sur notre fin, hein. qui va chercher ses rounds, quoi. Ouais, parce Sans que en faire plus. si elle avance, Parce qu'en plus, il y a de l'enjeu énorme, Aldric. ah bah, La vainqueur c'est la guerre là, hein. la vainqueur de ce combat-là, elle peut être Mhm. challenger de Valentina, Ah oui. clairement. Oui. Rose, même si elle est que numéro 6 pour l'instant, elle battrait la numéro 2. C'est une star, Rose Namajunas. Ouais. L'idée de la faire, l'ancienne championne des pas, et qu'elle puisse être challenger pour le titre fly, c'est voilà, Valentina Rose, c'est très vendeur comme combat en termes de nom. Ouais. Et puis, que ce soit Rose ou Natalia, de toute façon, tu as soit ça avec Valentina, soit le scénario où Valentina monte et affronte Nunes pour la ceinture vacante ou Dans ce autre. cas-là, il faut se faire des manons. Et pour le titre, sans doute pour un titre vacant ou pour un titre intérimaire. Enfin, en tout cas, pour une version du titre. C'est pour ça que nous, on veut être actifs aussi. Tu vois, on a demandé avril parce que on s'en fout maintenant d'attendre. Énormément d'enjeux. Mais il y a beaucoup d'enjeux. Et ça, j'ai l'impression que ça peut aller en faveur de Rose. Plus d'expérience aussi. Natalia, elle sait qu'elle joue. Tu peux pas te louper. Surtout que Natalia, elle est déçue. C'est-à-dire qu'à la base, elle a été call-out par Valentina dans la cage, elle a hurlé, elle pensait vraiment qu'elle faisait la ceinture. Là, du jour au lendemain, on lui met la 6 ou la 7 mondiale, tu vois. Donc, il peut y avoir une micro-déception. Pareil, elle n'a pas combattu depuis un moment. Déception, pression. Ouais. Non, je pense que psychologiquement, avec en face une combattante aussi expérimentée, l'avantage de ce côté-là, il va vers Rose, pour moi. Alors là, je vais te dire un truc, c'est 50-50 ce combat. Ça va dépendre de la gestion de la pression. Devant quand même, un tout petit peu devant. Par rapport aux raisons qu'on a évoquées, à cette déception et aux enjeux, je mets 50-50. Sur le match-up pur sportif, je mets un 55-45 pour Silva. Puis t'en parlais tout à l'heure, mais quand elle boxe un peu libérée et tout, Silva, enfin quand elle strike libérée, c'est pas mal quand même. Mais après, attention, je te jure, Rose Namajunas qui contre et qui mixe, c'est fort. Et je te dis, hein, c'est pas plus fort que Grasso, c'est juste dans le contexte. Grasso, elle a une boxe magnifique, mais c'était pas. Elle a battu une fausse Grasso, le zombie de Grasso, elle a battu. Franchement. Donc t'as pas cette référence-là encore, toi. Et elle a battu Andrade aussi. Ouais. Et Andrade qui, pareil, vient de la catégorie en dessous à la base. Andrade, elle vient chercher un chèque. Oui, c'est une catastrophe. Tu veux qu'on regarde sur combien de défaites elle est, Andrade ? C'est cette période où, de toute façon, elle l'a expliqué elle-même, elle avait besoin d'argent. Andrade, elle a beaucoup. Aujourd'hui, Jessica Andrade, je vais te le dire clairement, c'est un zombie. Elle vient chercher, tiens, regarde, je clique dessus, hop, elle est sur... Là, elle est sur 4 défaites sur les 6 derniers combats. Et si tu vas chercher les 8 derniers combats, elle est sur... 5 ou 6 6 défaites. 6 défaites, 6 défaites sur les 8 derniers, Alex. Compliqué. Donc, ça manque d'une référence, Silva. Donc, pareil, tu vas avoir des réponses à tes questions, là. Qui, toi, vont t'intéresser beaucoup. Moi, il m'intéresse beaucoup. Ouais. Et je te dis, celui-là, petit bémol, il peut être chiant. Même si vous avez le combat d'activité en avril, il y a quand même, t'as conscience qu'il y a une énorme chance que celle qui sort vainqueur des deux affronte Manon dans l'année. Énorme. On va regarder ce combat attentivement. Mais je te dis vraiment, cette chasse au titre, on l'a suffisamment faite, on l'a fait plus. Là maintenant, on veut des dates et maintenant, elle veut prendre du plaisir. Moi, je prends du plaisir à l'entraîner. Elle s'entraîne avec toute l'équipe en ce moment à Nice. Je l'ai au drill. Elle s'entraîne avec Jérôme Vollerin. Elle prend beaucoup de plaisir. Elle ira aussi encore au Canada parce que ça lui permet de voir autre chose et de continuer à progresser. Elle est bien dans cette structure-là entre Nice et le Canada. Et vraiment, là-dessus, on enchaîne les combats et les camps. Le résultat, on le verra à la fin, tu vois. On ne se prend plus la tête là-dessus. On a déjà vu le Manon Rose, mais peut-être qu'on verra le Manon Silva plus tard dans l'année ou le Manon Rose 2. Voilà, c'est vraiment une possibilité pour la suite de cette année 2026. Et on ouvrira cette carte principale. On en a déjà un peu parlé dans notre Jab Culture spéciale moins de 66, puisque c'est le numéro 6 contre le numéro 10 chez ces featherweight. Arnold Allen contre Jean Silva. Silva, on sait qu'il reste sur le KO mis par Diego Lopez dans un combat qu'il était en train de retourner, mais malheureusement il s'est fait surprendre avec son côté foufou. C'était en septembre dernier, une semaine après l'UFC Paris d'ailleurs. Et avant ça, c'était 5-0, on rappelle à l'UFC que des finishes depuis son arrivée au Dana White Contender Series. Et Arnold Allen, lui, carrière beaucoup plus longue à l'UFC, mais beaucoup moins actif ces derniers temps, Aldric, puisque sa dernier combat, c'est la victoire sur décision sur Giga Chikadze. C'est en juillet 2024, donc il y a 1 an et demi sans combattre quand même pour Arnold Allen. Et avant ça, c'était les 2 défaites contre Movsar Evloev et Max Holloway. Avant ces 2 défaites-là, il y a son 10-0 de début de run à l'UFC. L'inactivité d'Allen, moi, c'est un gros point d'interrogation sur ce combat-là quand même. Quel Allen on va voir dans la cage, tu vois ? Alors, parce que c'est un super combattant, sinon. Pour préparer l'émission, je me suis regardé le Dan Hooker fight, qui est magnifique. C'est Allen qui le met KO en 2 minutes 30. Et ça, c'est avant les 2 défaites, là, juste avant. Ça, c'est 2022 déjà. Hein. C'est quand même pas d'hier.
Après, il y a le combat contre Qatar qui est pas mal aussi, où il se blesse après un beau, joli premier round, il se blesse au début du round 2. Enfin, non, à la fin du round 2, je crois. Oui, puis on disait défaite d'ailleurs, mais parenthèse, Evloev par exemple, il fait un très bon combat aussi. Hein. C'est ça. Le combat d'Evloev est. Le combat est serré, même si c'est une décision unanime. C'est serré. Et le combat d'Evloev est très serré. Maintenant, ce combat est absolument dingue. Il y a un petit peu de ring rust de la part d'Allen, mais il y a pareil, là j'ai des infos et il y a du sérieux. Il est retourné au Tristar, il s'est entraîné très dur et il y a un game plan concocté par Firas Zahabi. Ouais, donc tu as eu les infos, il est bien, il est en forme. Là, je te le dis. Même avec le ring rust, oui, là, ouais, ok. Là, il est en forme. Ouais, déjà, c'est une info donc, très importante. Ça, c'est intéressant. Ouais. Maintenant, moi, je n'ai pas peur de dire que je vais apprendre en regardant ce combat parce que je trouve qu'il a un gros déficit de vitesse, Arnold Allen, par rapport à Jean Silva. Et je suis très curieux de voir comment le clan Firas, Tristar et Arnold Allen vont tenter de gérer ce déficit. Parce que ce déficit de puissance, il est quand même pour moi important. De vitesse, pardon, il est pour moi important. Pas de puissance. Il a ce qu'il faut, Arnold, dans les mains, mais il est plus lent. Il est donné sur 1m73, donc il n'y a pas un très très gros écart de taille avec Jean. Donc Jean, c'est peut-être le mec le plus fort des Fighting Nerds avec Caio au sol aussi. Il est plus difficile à prendre que certains du Fighting Nerds en lutte et au sol parce qu'il est fort. Ils ont 3 cm d'écart. Compliqué. Faire une strat contre Jean Silva, c'est compliqué. Je pense que c'est le meilleur des Fighting Nerds sur le jeu global. Le plus technique, ouais. Caio aussi est fort quand même aussi. Par contre, je pense que c'est le plus foufou. Et que c'est le mec qui contrôle le moins ses émotions des nerds. Alors, il y a des côtés positifs. Et en plus, il fait le show dans la cage quand il parle au mec, il parle au public. Mais on l'a vu contre Diego Lopez, il y a des côtés très négatifs. Tu es en train de reprendre Lopez, il a la vitesse pour contrer Silva. Et face à un mec expérimenté comme Allen, j'ai l'impression qu'Allen peut exploiter le côté foufou de Jean Silver. Maintenant, c'est que 3 rounds. Oui. S'il se fait pas connecter très sévèrement, je vois Allen capable d'aller gagner les rounds et de jouer sur son expérience. Tu le vois gagner sur la boxe. S'il se fait pas connecter. T'as vu, tu réfléchis quand même avant. C'est compliqué. Hein. En plus, on en a parlé dans le Jab Culture. C'est un combat très compliqué à pronostiquer. C'est du caviar. Et moi, j'avoue que je vais particulièrement analyser le travail. D'ailleurs, je ne sais pas sur la boxe. C'est sur un jeu global, tu vois. Mais de profiter vraiment de ce côté foufou de Silva. J'ai du mal à le voir passer, Arnold, avec la vitesse. Vraiment. Donc, il va se faire connecter, quoi. Il se fait mettre KO. Il se fait toucher, en tout cas. Après, je te dis, je vais m'asseoir et regarder parce que peut-être que Firas va arriver avec le game plan du siècle et que ça va marcher, tu vois. Mais moi, quand il y a un gros déficit de vitesse comme ça, j'ai du mal à me projeter, j'ai du mal à lire. L'autre, il est fou complet, il va vite, il est puissant, il connecte. Il y a un déficit de vitesse, ça me gêne pour me projeter. C'est pas fou, hein, les stats que je vais donner, mais je vois un 70-30 ou un 65-45 en faveur quand même. De gens. Un gros écart. Ouais. Ouais, Hooker, c'est pas un mec très rapide. Tu peux surclasser Hooker, tu peux le contrer. L'autre, il va vite. Et pour peu qu'il soit bien remis. Interrogation, le KO. Comment tu te remets du KO que tu as pris? Physiquement comme psychologiquement. Ouais. Bien sûr. Ouais. Il était sur une grosse hype, il a perdu la ceinture. Souviens-toi des photos. Hein. Oui. La tête qu'il avait. Il s'est fait décalquer quand même ce jour-là. Donc cette folie, elle peut servir pour ça. Et tu as raison. Hein. Il gagne ce combat-là. C'est lui la semaine prochaine qui affronte Volk. Ah oui. T'imagines la déception. Oui. Là, il est... Alex, il est premier combat de la main card. Tu passes de... Alors il aurait pu être à une semaine près. Main event pour le titre la semaine d'après. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a un facteur psychologique très important. Là-dessus, c'est difficile de mettre des points pour Arnold qui lui revient après 1 an et demi. Ça m'interroge beaucoup aussi, quoi. Tu vois. Chikadze, c'est pas une victoire de ouf, tu vois, elle a mal vieilli, on va dire. Donc pour toutes ces raisons, donc, gros combat. Tu dois quasiment remonter, parce que Qatar, c'est aussi quand même plutôt sur la fin. Donc tu dois remonter à Hooker. Ouais. Pour avoir une victoire un peu qui pas compte, la même KT, qui est plus dans la même KT, et donc on est en 2022. Ça m'interroge beaucoup, moi, parce que j'adore Arnold Allen. Mais moi aussi, j'adore Arnold Allen. Il a un jeu top. Et tu connais ma proximité avec le Tristar. Là, je m'assois et je regarde. Là, c'est la masterclass d'un coach et d'un combattant. Si c'est Allen qui arrive à s'imposer, parce que pour moi, il part de loin. C'est hyper compliqué de faire des momentum contre Silva quand t'as pas la vitesse. Tu vois, Lopez, je t'avais dit, Alex, ça va être serré. Je le sentais parce que Lopez, il va vite quand même dans ses enchaînements. Et comme l'autre, il se projette vers l'avant, tu peux le contrer. Là, tu vois pas la même capacité de contre chez Allen. C'est plus compliqué. Il peut le choper, hein, parce que l'autre, tu l'as dit, il est foufou. Il peut se jeter n'importe comment et se faire connecter. C'est pour ça que je reste prudent sur les stats. Mais là, il peut même lui faire le jeu global, quoi.
Ça me paraît compliqué. Aller aussi au sol, C'est ça. aller vers la lutte. Donc là, je m'assieds et je regarde. Quand tu vois ce qu'a fait il est très dur à Jean pronostiquer. Silva par le passé, notamment contre Bryce Mitchell, tu as vu la liaison de lutte, il était injouable. Non, et si ça connecte fort, oui, ça peut faire dodo. Hein. Allez, Donc, ça peut faire dodo. c'est un combat de dingue, Alex. Je suis trop hypé Ouais, mais par cette UFC. deux très bons combattants. Là, tu as deux très bons combattants, deux très grosses équipes, deux très bons coachs. Ouais, vraiment. Les sparring, tout ce qui a été fait autour de ce combat est fou. Je sais qu'ils l'ont pris très au sérieux au Tristar, qu'ils ont essayé de trouver des strikers hyper rapides, ils l'ont préparé. Donc là, il y a vraiment deux game plans. Pablo et Firas, je regarde et j'apprends. Parce que là, il faut apprendre. C'est bien pour ouvrir la première main card de l'année, j'avoue. Là, tu apprends de très grands C'est pas entraîneurs. aussi bien que notre Jean-Silva Luzen Keita que dans nos fantasy cards, mais bon, ça, c'est. Non, il est beau celui-là aussi. Quand on a l'argent de Paramount avec Aldric, on part en vrille. C'est ça. Et parenthèse, parce que tu parlais de Pablo, quand même intéressante, puisque Rufi a confirmé, vous saviez, il y a eu la rumeur, là, donc Rufi reste bien à Fighting Nerds, même s'il prépare ça chez Volca en Australie. Par contre, Pablo ne viendra pas dans le coin en Australie. Je sais pas si tu as vu, parce que il fait Jean Silva à Vegas, et après, il doit préparer Caio aussi à Vegas, et il est papa également, donc Rufi a expliqué, c'est trop compliqué de faire Vegas, repartir en Australie, sans voir sa femme et son enfant, revenir à Vegas pour faire Caio, donc il reste à Vegas et il le coachera. Il sera pas dans le coin, il le coachera de loin, quoi. Enfin, pas sur le moment même, mais il le préparera via Zoom, ce genre de choses. Voilà, c'était le petit complément d'infos sur Rufi. Toujours à la pointe de l'actualité. Les aventures de Rufi en Australie, tu vois. Je complémente. Mais ouais, super. Pour moi, l'Australie, c'est vraiment le dernier match-up que je prendrais. Si tu peux éviter d'aller ce là-bas. pays de dragons où les araignées sont aussi grosses que la tête d'Alexandre Herbinet, t'évites parce qu'il n'y a rien qui va dans ce pays. Je t'ai jamais dit, en plus, je déteste les araignées. Eh bien, nous apprenons quelque chose. J'avais une phobie jeune et je déteste. Je crois que rencontrer une migale est un de mes plus le pays grandes frayeurs. où un serpent peut remonter le tuyau des toilettes et t'apparaître dans la salle de bain. Non, mais plus sérieusement, il n'y a rien qui va dans ce pays. C'est loin. Le décalage horaire. On dirait Sean Strickland qui parle. Mais oui, mais le décalage horaire, il est vers la droite. Donc, tu te le manges en pleine tête, directement. Il y a des commissions athlétiques qui sont hyper contraignantes. Rappelle-toi, Islam qui avait eu 14 heures pour se réhydrater. Des horaires, parce que là, ils vont encore combattre à midi. Hein. Des horaires de... je finis pas ma phrase. Il n'y a rien qui va, Alex. Ouais. Je sais même pas si les impôts ils sont... Fiscalement, c'est pourri. C'est pourri aussi. Ouais, tu vois, je me disais, il y a peut-être ça au moins. T'es à 30 points. Donc, voire 35. Donc, il n'y a rien qui va. Et ça, c'est le genre de match-up. Bon, alors, bien évidemment. En plus, tu comprends une phrase sur deux en anglais parce qu'ils ont des expressions locales. Tu parles anglais, tu as l'impression de plus parler quand tu es là-bas. Moi, si je peux éviter ces match-up-là, je les évite avec plaisir. Après, des fois, tu peux pas. Ouais, plus 30 heures d'avion. Mais ouais, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va. Depuis chez nous, c'est terrible quand même. Encore depuis les États-Unis, ça dépend où t'es, mais t'es un peu moins mieux. Mais alors nous. Donc, ouais, en tout cas, globalement, la main card, elle est top. C'est magnifique. Premier événement de l'année. Popcorn. Tous les combats qu'on a dit là, c'est les combats. Bon, t'as le côté bagarre de bar des poids lourds. Vous savez que je suis un peu moins fan, mais on va prendre du plaisir. Ben oui, voilà, c'est ce que j'allais dire. On va prendre du plaisir à voir ça et ça va durer moins de 5 minutes. Donc, moi, je vois ça en route. Ça, tu vois, ça va pas être un quart d'heure de poids lourd chiant, quoi. Ça, au moins ça. Et en prélim, le main event des prélims, ce sera donc Umar Nurmagomedov contre Deiveson Figueiredo. On est toujours chez les moins de 61, les bantams. C'est pour ça qu'on a dit qu'il y avait deux genres de demi-finales. Numéro 2 contre numéro 6. Umar, il était même pas sur la même, donc il était pas sur la même carte avant que ça saute Harrison Nunes. Ils ont fait passer Silva. Tu vois aussi, hein, les trucs des Russes à la Maison Blanche, c'est une blague, mais on voit bien. On répète une nouvelle fois les priorités de business. Aujourd'hui, la Russie n'est pas une priorité de business. Après, il y avait un Brésilien dessus, mais je pense qu'ils ont réfléchi que le combat des filles était plus intéressant pour eux commercialement. Américaine et brésilienne. Après, Umar n'est pas lésé, Alex, parce que on revient sur le match-up. On disait que il y avait un match-up avantageux pour O'Malley, et je vais te dire la même chose. Il y a un match-up extrêmement avantageux pour Umar, parce que le main event du Brésil, on n'a pas oublié, on s'en rappelle, toi comme moi, on a toussé fortement contre Montel Jackson sur la split. Oh, que oui. C'était long. Oh que oui. J'aime pas dire chiant parce que c'est un manque de respect envers un mec que j'estime beaucoup, Deverson, mais c'était pas ouf. Mauvaise performance de Deiveson Figueiredo. Je pense que là on est à la fin. Et en plus, c'est un très gros contreur avec un bon sol, mais globalement, il vient de la caté d'en dessous, même s'il était bully en dessous. C'est quand même un match-up où Umar peut vraiment briller. Oui, ancien champion des moins de 57, on rappelle bien sûr Figueiredo. Alex, la vitesse. Je te fais le même parallèle qu'avec Jean. Ouais. Ça va vite. Ça va aller trop vite, Et je le trouve assez statique, moi, Deverson, tu vois. Umar, il reste sur la victoire contre Mario Bautista. C'était en octobre, on s'en souvient, cette décision, même s'il avait été un peu
Il s'est fait secouer. Il s'est fait secouer, notamment dans le premier round, je crois, si je me souviens bien. Il se fait bien secouer. Avant ça, il y a la défaite contre Merab, qui est sa seule défaite en carrière, c'était en janvier dernier. Figgy, donc c'est bien sûr l'ancien champion Fly, je vous l'ai dit. Depuis qu'il est passé en bantam en 2023, 4-2 depuis. Les victoires, c'est Rob Font, Cody Garbrandt, Marlon Vera et Montel Jackson, donc sur laquelle il reste. C'était en octobre. Merci les juges brésiliens quand même contre Montel. Hein, et les deux défaites. Non, c'était dur ce combat. Pourtant, c'est comme j'aime ces KT là, mais c'est dur. Jackson, pareil, on en attendait plus. Enfin, c'est vraiment les deux ont déçu sur ce combat. Rappelle-toi, on avait dit que Jackson il avait raté sa chance. Et les deux défaites en bantam, c'est Petroyan et Cory Sandhagen avec la blessure. Ouais, t'as quand même une impression. Figueiredo, je l'ai adoré en fly. C'était un de mes combattants pendant quelques années préférés de tout le roster. Ouais, on est sur la fin. Après, il a quel âge, 39, non? Ouais, je pense. 38, 39, donc dans ces KT là où c'est pas les poids lourds non plus, tu vois. 38. Je le vois enfin voilà, que ce soit en match-up comme tu as dit par rapport aux deux profils, ou même voilà le moment où on est dans sa carrière, l'âge qu'il a, je le vois pas battre Marlon Margoed. 7 lettres. Tout simplement. On joue au Scrabble, 7 lettres. Ragdoll. Ouais, non mais il va. C'est assez clair qu'il va gagner ce combat, je pense. Non, je pense qu'il va le finir. Je serais très 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 surpris si tu avais une victoire de Figueiredo. Il va et il doit le finir. On est sur le même truc qu'O'Malley. On est sur le même truc qu'O'Malley. Les deux passent un entretien d'embauche pour être challenger. Si c'est Merab qui gagne, il doit le finir pour pouvoir dire je suis là. Oui. Donc feu. Mais l'affrontement est intéressant parce que Deverson quand même, il est pas mauvais, il a une bonne guillotine. Non, oui, il est statique, donc il est dur à amener au sol. Il va falloir que Nurmagomedov, il va devoir nous montrer des choses. Je pense, supérieur à celle qu'il a fait précédemment. Contre Bautista, notamment, oui. Mais, parce qu'il est plus statique que Bautista, Figueiredo, donc ça peut... Mais tu fais une belle perf contre Figueiredo. Il va faire une belle Même perf. si tu as battu Bautista un peu plus difficilement que ça, bon, bah, tu y es, quoi. Oui, si Merab reprend le titre, c'est toi le challenger. Mais moi, je le vois finir. Moi, je te dis la vérité, je le vois finir Deverson. Tu peux même, pour le coup, être challenger de Petroyan, même si O'Malley ferait sens pour l'histoire. O'Malley, il fait pas une bonne perf derrière. C'est toi qui l'as. Là, tu peux être serein dans les tribunes. Hein. Il y a un vrai entretien d'embauche. Mais t'as raison, le match-up en soi est cool. C'est deux très bons combattants. Mais j'ai peu de doutes. Quand je vais aller faire mes pronos sur Fight IQ, là, je sais qui je vais mettre dans ce combat-là. Et je vais pas hésiter très longtemps. Je vais juste hésiter sur la manière, peut-être. Son avantage. Il peut même le soumettre. Bien sûr. Il peut largement. Même si c'est une black belt, quand tu as les positions, rappelle-toi, Islam contre Oliveira, il fait katagatame, il fait triangle de bras, il le finit. Hein. Voilà, et puis c'est joué sur sa puissance. Le grappling, c'est pas une carte d'immunité, c'est pas un totem d'immunité, le grappling. Ragdoll que tu as dit. Ragdoll et finir par quand le mec, il t'a fait tomber et il t'a tabassé, c'est pas parce que tu es black belt de jiu-jitsu que tu as un bon grappling que tu es immunisé de te faire finir, pas du tout. Bon, bah, puisque tu parles de mecs qui vont tomber, le combat d'avant, Ateba Gauthier contre Andrei Pouliaev. Vous avez été dur. Moi, quand j'ai dit que c'était mon rookie de l'année, Ateba Gauthier, j'ai reçu plein de trucs. Ouais, mais il a pris personne. Ouais, moi aussi, j'ai vu les commentaires. C'est ses débuts à l'UFC, le mec. J'ai vu les commentaires aussi. J'ai été assez étonné vous parce avez été que dur, les gars. Je comprenais certains qui me disaient, d'ailleurs, on l'avait mis en mention Salkild. Tu vois, je comprends, il a fait une super année aussi. Mais même si, en effet, dans cette KT 84, quand tu commences, tu prends pas des foudres de guerre, mais il faut les gagner, les combats. Il faut les gagner tous en KO au round 1, 3 fois dans l'année, en 2025. Donc 3 combats pour Ateba. Alex, il a 23 ans. Tout jeune, ouais, moi, t'as raison, j'ai trouvé ça un poil sévère. Mais bon, écoute, c'est bien, c'est qu'ils attendent beaucoup d'Ateba et qu'ils attendent de le voir contre une opposition supérieure. C'est pas encore beaucoup le cas, Aldric. Alors, je vais pas te mentir. Attends. Pouliaev. D'ailleurs, ils viennent de la même saison des Dana White quand leur série. Ne sois pas trop dur, Alex. Je vais te vendre le combat à ma façon. Vas-y. Parce qu'il y en a qui aimeraient voir Ateba Gauthier face à un top 5 de la KT. Il a 23 ans. On se calme. Oui, c'est pas le meilleur middleweight de l'UFC. Mais on sait qu'à Londres, il va avoir Chris Leroy Duncan qui va toquer, donc qui est le champion du monde IMAF et qui est aujourd'hui le middleweight numéro 1 en Angleterre. On va considérer que, je vais me faire tirer dessus par les Camerounais, parce que je crois qu'il est Camerounais d'origine, Ateba, mais on va considérer que Ateba est anglais, du fait de sa géographie où il s'entraîne. Oui, il représente Douala et le Cameroun, mais il s'entraîne à Manchester, c'est là où il se développe. Même si je crois qu'il parle un peu français. Néanmoins, voilà, il s'entraîne en Angleterre. Donc aujourd'hui, le middleweight numéro 1 en Angleterre, c'est Chris Leroy Duncan. Il est exceptionnel, très technique, champion du monde IMAF, sur un run intéressant à l'UFC, et il fera peut-être le co-main, ou en tout cas un combat de main card à l'UFC Londres.
D'accord? Donc, Pour rentrer dans le top 15 d'ailleurs. il prend. Il prend un mec du top 15. Ouais, il prend. Ça va me revenir. Celui qui avait affronté Nassourdine 2 fois, le grappleur. Va me revenir. Peu importe. Regarde-le pendant que je parle de Pouliev. Parce que Pouliev, il a fait un fait quand même marquant. Il a fait 3 rounds avec Leroy Duncan. Donc là, si Gauthier le termine au premier round, il fait mieux que n'a fait Chris Leroy en mars 2025, Alex. Hein. Oui, Il n'y a pas 1000 ans. Non, Hein. il y a même pas un an, en effet. Tu vois? En fait, attends, Alex, je suis très bête. Je clique sur Leroy Duncan sur Tapologie et c'est Roman Dolidze. Ah, Voilà. oui, voilà. Donc, j'avais juste à le faire. Donc là, il y a quand même, en termes de niveau, là, on va avoir un petit, parce que c'est des comparaisons un peu d'apothicaire que je te fais, mais Une sorte de point de ouais, comparaison. on va être aiguillé. C'est-à-dire que Leroy Duncan, qui est moins percutant qu'Ateva Gauthier, mais plus fin techniquement, qui mixe avec la lutte et qui est extrêmement agréable à regarder, il a fait 3 rounds avec Pouliev. Pouliev a fait Tu vois? Donc, ça va quand même nous donner cette info. Pouliev, derrière, il met un KO sur Nick Klein. C'était en août. Donc, parce que attention. Chris Leroy Duncan, c'était ses débuts UFC. Je l'ai dit, ils viennent tous les deux des Dana White Contender Series en 2024. Et Gauthier et Pouliev. C'est ça. Moi, j'ai l'impression, oui, que il va le terminer. S'il fait mieux que Leroy Duncan, attention. La puissance qu'il a, Gauthier, le problème, c'est ça. Gauthier, il connecte. Là, clairement, pour moi, il a une adversité supérieure parce qu'on est sur un mec qui est dans le oui, mais tu top, qui est entre 50 et 100. Voilà. T'as passé un step, Ouais. t'as pas passé un grand step. Non, mais non, il a pris des mecs, le dernier qu'il a pris, il était 300 ou 400e. Oui, c'était du short notice ouais. quand ça a été remplacé. Ouais. Là, c'était... Tu peux pas prendre un mec, quand tu prends un mec qui est 400e, regarde ce qui se passe. Surtout en middleweight. Il faut faire étape par étape. Mais là, il prend un mec plus solide. Mais moi, j'ai une vision d'Ateba Gauthier qui, fin 2020... Toi, tu le vois finir au premier round? Ouais. Et je pense que, dans ma vision, Ateba Gauthier, il va encore combattre 3-4 fois cette année. En fin d'année, ça tape à la porte du top 15. Voire ça y est. Je vois un animal, mais je peux pas encore te dire. Parce que je te dis, Leroy Duncan, c'est fort. Dès que ça connecte, c'est dodo en face. Ouais, mais là, il y a un vrai mec qui est capable de les prendre. Donc là, il le finit au premier round, je te dis, wow, danger. Parce que vraiment, Leroy Duncan avait connecté, même si encore pareil, c'est plus un striker technique qu'un striker puissant. Il a pas bougé, le Ruskov. Donc, non, c'est intéressant. En fait, tu sais ce que nous disaient les mecs quand on l'a mis rookie. En fait, j'entends un peu leur partie et je vais les suivre là-dessus. C'est pour ça que j'ai ce scénario de Gauthier. En effet, il est dans une KT où tu prends moins de mecs forts qu'un Kylian Salkild. Mais tu vas aller beaucoup plus vite. Ah, évidemment. Parce que si tu enchaînes les KO regarde Leroy Duncan. Et pendant longtemps, tu vas avoir des mecs qui sont pas les meilleurs combattants de MMA global au monde. Donc tu les connectes, ça tombe. En plus, avec la puissance d'un Gauthier en 84, ça tombe. Et puis les marches, tu vas les passer 5 par 5 comme ça. En 3 ans. En 3 ans, il peut être à la fin de l'année, il peut être contender à la ceinture, Leroy Duncan. Si tu bats Dolidze et tu arrives dans le top 15, oui, tu refais une de combat derrière, ouais. Donc ça va très vite. Oui, en 3 ans, tu peux faire. C'est dans quel KT tu peux partir du rookie sans avoir un nom, je veux dire, en partant vraiment du bas de l'échelle, de rookie à ceinture en 3 ans. Ouais, ou 3 ans et demi, ça arrive où à part en middleweight et en poids lourd? Ça, poids lourd et 93. Donc aujourd'hui, ça va quand même nous donner des infos, parce que même si derrière, Leroy Duncan, il fait une perf de fou contre Marco Tullio, et c'est ça, c'est Tullio qui avait battu le gars qui a la ceinture d'hexagone au Dana White Contender. Les taux du clos. Les taux d'éclos. Marco Tullio qui est un assassin. Mais voilà, aujourd'hui, on a un vrai mec en face qui est capable de faire 3 rounds et qu'encaisse. Donc ça va nous donner des infos. En fait, si Gauthier le finit en un round, je te dis, Alex, on a un banger. C'est pas seulement le rookie de l'année, c'est une pépite. Là, moi-même, pour l'instant, j'en sais rien. Moi, je le vois faire ça. Et s'il le finit en effet, alors tu le donnes pas, je dis pas que tu lui donnes un top 15 direct, mais je pense que s'il fait ça, le combat d'après, il faut un test beaucoup plus gros. Faut voir un truc. Non, mais là, vraiment. Mais quoi? Mais genre quoi? Tu irais chercher quoi? Un Robocop? Ouais. Non, il a 23 ans, Alex. Robocop direct. S'il te fait KO round 1 sur Pouliev, 4-0, 4 KO round 1, faut tester. En plus, il a le temps, il a 23 ans. Si tu perds, c'est pas grave. Je ferais pas, moi, si c'était son manager et son coach. Ah là, c'est le manager ou le coach qui va parler, doucement. Là. Mais ça dépend de la perf de Pouliev, tu me diras, mais même doucement. On verra le choix qu'ils prendront, mais... Encore un ou deux avant de taper à la porte du top 15. C'est compliqué de pas lui donner un test s'il fait ça, quand même. Qu'il prenne son argent, qu'il signe son deuxième ou troisième contrat. Il a dû signer le deuxième, je pense, non? Il est déjà à 3-0. Possible. Très possible. Il signe toujours avant le quatrième, des mecs comme ça. À voir. On va voir ce qu'il va faire Gauthier. Mais déjà, je te dis, là, on a un test. Mais je dis pas ça pour te vendre le combat. Je te dis vraiment, on a un test parce que le mec a fait 3 rounds avec des mecs forts. À la limite, c'est aussi intéressant de le voir un peu dans l'adversité, si on peut le voir dans l'adversité. On a un mec qui est solide. Pour l'instant, on l'a pas vu. Voilà.
Et puis, bah, s'il transforme ça en non-adversité, Bah, on aura s'il arrive d'autres réponses aussi. et qu'à la Parnasse, il rend ça facile et qu'il le pulvérise en un round ou deux, je te dis, ok Alex, là, c'est plus un rookie. Là, Par- voilà. par Il peut contre- sortir du statut de rookie. Tu vois que l'UFC commence quand même à avoir un œil sur Gauthier et à dire tiens, il y a peut-être un truc intéressant à faire, puisqu'il est quand même devant, en placement sur la carte, il est devant des mecs qui sont rankés. Hein. Bah oui. Dans les 2 combats d'après, Mhm. on a des gens Ouais. qui seront des top 15 et l'UFC a mis Ateba au-dessus. Ouais. Donc tu vois que, ouais, il y a. Après top 15-93, Non, je sais. je souffle un peu. Hein, Alex. Mais, je souffle un peu. Non, mais tu vois, ils ont confiance en lui dans son Mhm. placement de carte. Pour faire une nouvelle fois, être dans ce côté spectacle, première de Paramount, on a un mec qui, possiblement, peut nous faire un bon gros KO C'est ça. rapide. Oui, parce que juste avant, c'est les 93, tu l'as dit à toi, Nikita Krylov, qui est numéro 13, contre Modestas Bukauskas. Krylov, ça reste sur 2 défaites, 2 KO au round 1. Bogdan Gouskov et Dominique Reyes. C'était tous les deux l'année dernière. Ouais, la dynamique n'est pas la même quand même. Là, Non. il y a un mec qui est sur 2 défaites contre un mec qui est sur 4 victoires. Ouais, exactement. La dynamique, dont d'ailleurs, et franchement, Kutalaba, Craig, c'est beau, hein, ça Non. vieillit bien. Hein. Bukauskas, c'est pas mal. Écoutez là-bas. Et Paul Craig, c'était l'an dernier. Paul Craig, vous vous en souvenez si vous étiez à l'UFC Paris, puisque c'est à l'UFC Paris, ça. le TK round 1 à la dernière seconde du round, juste quand C'est ça ça. sonne. Depuis sa défaite contre Petrino en novembre 2023, ouais, c'est 4 victoires de suite. C'est ça. T'as 2 dynamiques et tu sens que Krylov, qui était avant ces 2 défaites-là, il était sur 3 victoires. Il y avait Gustafsson, Ozdemir et Ryan Span. Ouais, t'as fortement besoin de te relancer, quoi. Tu joues ta place sur le top 15, là, Krylov. Ouais, mais je pense que c'est un combat par contre qui va être spectaculaire, tu vois, avec de l'engagement. Et moi, je vois Modestas s'imposer. Bukauskas, Mais, ça s'engage bien. Ouais. mais pareil, là, c'est un sans faute. Sur le papier, après, ça peut toujours se transformer en cauchemar, mais sur le papier, en termes de broadcast, c'est un sans faute. Combat très engagé, où ça risque de partir aussi sur une civière. Donc, c'est très bon le match-up. C'est très bon. C'est Ouais. très bon. Intéressant, et je pense qu'en effet, la dynamique va vers Bukauskas. Et un combattant qui semble très engagé. C'est un bon petit combat. Moi qui n'ai pas très fan de ces catégories-là, Moi non plus, pourtant, en 93, tu regardes ça. ça se regarde. Ouais. Avant une caté où je suis beaucoup plus fan, et 2 mecs rankés, Alex Perez et Charles Johnson, numéro 11 et numéro 13 chez les moins de 57, chez les Fly. Ça peut faire une décision, mais Oui. il faut tu peux pas faire une carte sans flyweight ou autre chose, ça, faut que tout le monde tourne. C'est 2 Américains en plus. Il faut mettre des combats. Et exactement, 2 Américains. Alors, sur des dynamiques, quand même, Perez, c'est quand même étonnant quand tu regardes Ouais. Je m'en souvenais même pas, mais donc, tu as les 2 défaites de Almabayev et Taïra l'année dernière et en 2024. Avant ça, tu as la victoire sur Matos Nicolo en avril 2024. C'est sa seule victoire, Aldric, depuis Jussier Formiga en juin 2020. Là, je te dis clairement, moi, 2020. classé ou pas, ça peut être le dernier cible. Il y a des mots. Alors, c'est Mokaev, Pantoja, Figueiredo, les autres défaites. Donc, les mecs, c'est des grands noms, tu vois. Je me remets pas en cause. Tu peux perdre contre ces mecs-là, comme contre Almabayev et Taïra, donc je pense le plus grand bien. N'empêche que la dynamique est pas bonne du tout, quoi. Tu peux être ilaise après une défaite samedi soir. Même en étant ranké comme ça. Ouais. On n'a rien à fiche. Surtout sur des catégories où il n'y a pas non plus 100 personnes, quoi. Tu vois, ils s'en foutent. Et où tu peux aller chercher d'autres talents. On pense à Nicolas Leblond, par exemple, qui sera du Qu'on côté aimerait de bien Londres. voir. Allez, et même un des deux qui se blesse et qui laisse le short notice à Nico Leblond. Il est pas mal mon scénario ou pas? On prend de toute façon Tu tout vois short notice pour Nicolas Leblond, on prend Aldric, tu le sais. Et en face, Charles Johnson qui lui a battu Loner Cavana l'an Il y a dernier. une belle victoire de juillet 2024 qui a bien vieilli quand même. La dernière défaite de Joshua Van. Ouais. C'est lui, c'est Charles Johnson. Pareil, et il y a celle de Jake Hadley. Tu te rappelles, j'avais fait une Ouais. ref à propos justement de Nicolas Leblond, qui est fort. Jake Hadley, même s'il était sur une mauvaise dynamique, c'est pas tout le monde qui peut le battre. C'est pas mal quand même. C'est pas mal. Charles Johnson, même si ça arrivera jamais, vu son classement, mais s'il bat Perez, là, il va tellement prendre le micro et dire « Je suis le dernier gars qui a battu Van, les gars !» Il va tellement faire ça. Ouais, écoute, ça arrivera jamais. Il y a un combat sur son nouveau run qui fait tâche, c'est Ramazan. Ouais. Temirov, c'était l'année dernière en mars. Sinon, il se relance bien. Il se relance bien dans cette caté. La dynamique va plutôt à Charles Johnson, nouvelle fois, qui est derrière au classement, mais qui Ouais. va. Et après, ça peut être top 10. Et en vrai, tu as raison. Hein. Tu pars sur un run. Une fois que tu es top 10, 1 ou 2 victoires en plus, C'est ça? Dans une caté où il y a du monde quand même là. il y a du monde. Là, il y a du monde. Il y a C'est le Phoenix, les Oui. flyweights. Ça a bien rené. J'ai très hâte de notre Mais- matchmaker flyweight. Ouais. Il Mais, y a beaucoup de mais choses non, Johnson, c'est pas mal ce qu'il fait. Je pense que techniquement, ça peut être un combat très intéressant. Tu sais que parenthèse, mais sur nos Fantasy Card 66, mais tous ceux, il y en a plein en DM qui me répondent. Je t'ai battu. Sois bon qui me donnent joueur, leur carte. Alexandre Abinet. Tout le monde met Shai Doulaev contre des mecs chauds, quoi. Tout le monde a envie de le voir contre un top 5 UFC. Direct. Après, c'est vrai que ma carte était quand même beaucoup plus belle que la tienne. Loin de là. Mais là, c'est la mienne, le bonbon. Vraiment.
Allez voir Les ça. gens ont voté. Le Allez, peuple, Alexandre Hervinet, le peuple a voté. le peuple s'est exprimé. La démocratie a parlé. Et avant, on est chez les poids légers. Michael Johnson contre Alexander Hernandez, duel Mais d'expérimenté. à propos de Phoenix, Voilà, lui, c'est un sacré Phoenix. Lui, hein. Michael Johnson. Le mec a affronté Khabib. Michael Johnson, c'est Khabib. J'étais dans la salle. Ah oui, c'est vrai. Ouais, c'est au Garden. C'est au Garden en novembre 2016. 16-15 à l'UFC. Il y a presque 10 ans qu'il affronte Khabib. 16-15. Il y a 31 t'imagines combats à l'UFC. C'est son 32e combat à l'UFC. Fou. Il y a des mecs qui rêveraient d'une carrière comme Khabib, ça. Dustin Poirier, Justin Gage, Ned Diaz, Benil Dariush, Barboza. Le CV est fou. Le CV est fou. Il reste ce Phoenix, comme tu dis, sur 3 victoires de suite, Ah oui. monsieur Et, Michael Johnson. Zelouber, Zelouber, ça a bien vieilli. Hein. Azatar et Darius Flowers. Ouais. Sa dernière défaite, c'est Diego Ferreira, c'est mai 2023. Mm. Écoute, ça renaît. Alors, ça fera pas un run jusqu'au titre, hein, loin de là. Mais c'est cool de voir Michael Johnson refaire quelques Qui belles s'entraîne à perfs. Kill Cliff, qui est en forme, qui fait des super combats. Et bon, par contre, là, il y a un client en face. Ouais, Hernandez, aussi expérimenté, 17, hein, c'est son 18e combat à l'UFC. Là, il y a client. Et 4 victoires de suite également, dont Diego Ferreira, le dernier à avoir battu Michael Johnson, Chase Hooper, Kurt Olobo et Austin Hubbard. Ouais, c'est le mec qui a été un Hooper en août 2025. Donc il y a 2 belles dynamiques. En fait, tu vois, beau petit combat. Ouais. Le mec expérimenté. C'est pas le combat que t'attends le plus de la soirée, mais La carte est dingue. ça va faire la claque. La complètement. carte est dingue. Et les 3 premiers, sur lesquels on restera un peu moins, mais Il faut quand même parler de Josh Oakett. Josh Oakett, Denzel Freeman. Josh Oakett, c'est le petit phénomène chez les poids lourds qui était arrivé par les Dana White Contender Series cette année, qui a battu ensuite Max Gimenez par TKO au round 1, c'était en novembre dernier. 7-0 en carrière, 7 finishes, dont 5 au round 1. Alors c'est un déglingo un peu quand il prend le micro, mais dans la cage, surtout dans ces KT-là où tu peux aller très vite, c'est un mec sur lequel il va falloir vite compter s'il refait une dinguerie là. Ouais. Freeman, en face, c'est l'ancien champion du LFA. Deuxième combat UFC aussi. Il avait battu Marek Bouljo en novembre également pour ses débuts UFC. Quoi qu'il arrive, au kit, ça va être spectaculaire. De 7-0. Moi, je le vois faire sa 8e victoire et se placer. Je pense que là, par contre, on arrive derrière. Même si c'est la première carte Paramount, il a 28 ans. Donc, américain, je pense qu'il va aller titiller le top 15 s'il gagne ce combat. Si tu fais une grosse perf là, oui, t'es en poids lourd. Moi, je pense qu'il va finir. T'es en poids lourd, donc soit le combat d'après, soit c'est top 15, soit c'est juste avant. Moi, je pense qu'il va finir. C'est un poids lourd US spectaculaire et qui caote les mecs. Ils vont l'accélérer bien comme il faut. T'inquiète pas. Je suis d'accord avec toi. Il y aura aussi Ricky Turcios contre Cameron Smotherman. On l'a plus dur. On est chez les moins de 61, c'est pas le combat qu'on attend. Là, on était surtout de Alex, il faut faire tourner les mecs. Ouais. Là, c'est 2 mecs. Attention, hein. Alors, niveau UFC, c'est magnifique. Et à 61, c'est magnifique d'y rentrer, mais c'est 2 mecs avec 2 défaites sur leurs 2 derniers combats directement. C'est marrant, ils ont plein de points communs. Ils ont tous les 2 raté les Dana White Contender Series. Enfin, ils sont passés dedans. Ils ont raté le contrat. 2017 pour Turcios, 2023 pour Smotherman. Ils ont tous les 2 été champions au Fury FC. Et donc, ils ont fini par revenir à l'UFC. Et ils sont tous les 2, ça c'est le moins bon point commun, en négatif à l'UFC, puisqu'il y en a un qui est sur 2-3 avec 2 défaites de suite et l'autre qui est à 1-2 avec 2 défaites de suite également. Oui, c'est pas... T'as raison, ça c'est le combat, on fait tourner le roster. Parce qu'il n'y a pas d'enjeu, plus que ça. C'est pas des stars, c'est pas des mecs que t'attends. Après, tout combat, surtout dans ces KT-là, peut être spectaculaire. Mais... Non mais oui, ça c'est économique. C'est-à-dire que t'es là, il fallait quand même mixer, même le combat d'avant, où on a le premier, Miller contre Fugit. Ty Miller, Miller, il vient de signer à l'UFC via Dana White, et Fugit, c'est celui qui s'est fait éteindre par Islam Dulatov. Ouais, et des pépites. Qui est aussi en négatif, qui a 2-3 à l'UFC. Voilà, là, alors... Ça, c'est une construction de cartes intelligente parce que tu as 2 combats, les 2 premiers qui peuvent être sympas quand même. Ty Miller, sa perf au Dana White était plutôt cool. Il a pris le contrat, c'était sur une décision, mais le combat était plutôt bien, donc tu as envie de le voir. Ça peut bien se passer quand même, mais c'est vrai que sur le papier, la vraie carte, elle commence à partir de Josh Oakett, pour moi. Ouais. Ty Miller, combattant 25 ans, donc combattant d'avenir, toi qui fais ses débuts. Donc c'est un mec que tu as envie de voir pour voir ce que ça donne dans la grande ligue. Après, Fugit, c'est le genre d'opposition parfaite pour un mec qui fait ses débuts, quoi. Fugit, c'est victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Perdre contre Dulatov, c'est pas... Alex, c'est pas... C'était qui son premier combat à l'UFC? Qui? Si tu te souviens? Non. Michael Morales. Michael Morales. Qui était beaucoup moins connu que maintenant. Fugit, il a pas eu beaucoup de chance quand même. Hein. Et c'était juillet 2022, il le met KO direct. Mais tu vois, par rapport à aujourd'hui... Attends, je suis en train de regarder. Non, il a pas eu de chance du tout quand même. Par rapport à aujourd'hui, Morales, on savait moins qui il était, quoi. Tu vois. Non, il faut s'arrêter 2 secondes sur Adam Fugit. J'avoue que j'avais pas tout vu. Morales. Oui. Donc Mike Malotte. C'est Malotte l'autre défaite? Ouais, ok. Et Dulatov,
Non, on lui a pas donné des cadeaux. Ça a pas trop mal vieilli, ces défaites. Hein. Et tu sais, il reste sur. Depuis ses débuts UFC, tu regardes bien, c'est défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. La prochaine, ça peut être une victoire. Enfin, si tu respectes les maths, tu sais, ça, c'est le truc de journaliste. Tu respectes les maths, il va battre Ty Il n'y Miller. a pas de maths, on verra, mais Ty Miller, c'est pas mal. La presta Pas au mal, Dana c'est White, jet, c'est pas ouais. mal. Bah, allez, les 2 premiers combats, on va dire que c'est un peu des amuse-gueules, mais la carte est dingue. Moi, je te répète, Alex, cette carte est dingue. Il n'y a rien à acheter. Rendez-vous donc dans la nuit de samedi à dimanche, UFC 324. Les débuts, le retour de l'UFC, son premier événement en 2026 et surtout sur Paramount, les grands débuts sur le nouveau diffuseur américain. 2-3 petites infos UFC avant de parler de Parnasse. Quand on a fait notre focus moins de 66, on a dit qu'il y avait peu de combats encore annoncés dans les tops de cette catégorie au moment où on l'a fait. Il y en a un de plus, je sais pas si t'as vu. Josh Emmett, Kevin Valeros, c'est le main event. C'est pas mal, hein. Du 14 mars à l'Apex, numéro 11 contre numéro 13. Bah, tu vois, on cherchait notre combat de validation pour Valeros dans le top 15. On l'a. Voilà. Ce sera Josh Emmett à l'Apex, au Meta Apex, comme on l'appelle désormais. En annonce de combat qu'on avait passé, les frères Bacharat, qui seront le 7 février à l'Apex. C'est l'événement avec Mario Bautista, Vinicius Oliveira en main et Amir Albazi, Kyojo Horiguchi, que j'attends fort. Moi, c'est Vinicius que j'attends fort, si tu veux ça. Bah, tu vois, les 2 combats, les 2 combats me plaisent beaucoup, main et co-main. Farid Bacharat, ce sera contre le Brésilien Jean Matsumoto et Ravid Bacharat face à Saïd Nurmagomedov. Beau petit combat aussi. Ouais. Et il y a besoin de se relancer chez les frères Bacharat. Donc intéressant. En petite news aussi, si vous ne l'avez pas vu passer, mais Mohamed Ousmane, le frère de Kamaru, suspendu 2 ans et 6 mois hein, pour contrôle positif. Testostérone en dehors des moments de compétition. Donc écoute, logique, mais là, ils y ont été forts sur la suspension. Moi, là-dessus, non, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que quand c'est des produits comme ça, il faut y aller fort. Ouais, ok, j'entends ton avis là-dessus. Après, je dis ça, je n'ai pas du tout suivi l'affaire, je sais pas quels étaient ces taux, quels Testo, étaient c'est ces de la trucs. tricherie, Alex. Ouais, testo, je sais. C'est pas un truc pour déboucher le nez, Non. c'est pas de la ventoline, c'est de la testo. Là, il y a une réelle intention de prendre du muscle pour frapper quelqu'un. J'aime pas du tout le délire. Testo, c'est fort, quand même, en effet. Et les 2 petites dernières news que je voulais te passer déjà. Je sais pas si tu as vu passer John Anik dans un podcast on lui a demandé ce qu'il changerait à l'UFC. Ouais, il veut baisser les cartes et que t'es 150 maximum mecs. 5 heures, que t'es 150 mecs, 10 combats maximum, pas de cartes. Je réponds pas, mais j'ai envie d'être vulgaire avec ça. Et ne pas signer autant de mecs au Dana White Contender Series chaque année. Garde ton costume et ferme-la. T'es pas d'accord avec lui? Non. Ah, moi je pense t'enlèves pas 150 mecs. Ça faut arrêter. Je déteste ces trucs-là. Ferme-la, je lui dis. Moi j'aime bien l'idée de 10 combats maxi par exemple par carte. Non, moi j'aime pas l'idée de release 150 mecs. Toi, t'as jamais été sur un plateau de RMC de minuit à 8h du matin. Et je n'irai jamais. Des fois, ne plus en pouvoir. Je n'irai jamais. Cela étant. Ne plus en pouvoir tellement c'est long. Des fois, je comprends le raisonnement, Alex, mais tu cutes pas 150 mecs de l'UFC. Je peux pas laisser une parole comme ça se dire, moi. C'est pas possible. C'est pas la même chose en fait qu'on dit, nous. Non. Tu peux l'organiser autrement, mais tu vois, faire des cartes moins longues et plus denses. En gardant les mecs. Quand tu marques noir sur blanc, tu cotes 150 mecs de l'UFC, j'ai envie de dire, garde ton costume et ta cravate, sinon ça peut pas bien se passer. Voilà ta réponse. Moi, je suis plus d'accord avec lui quand même. Et ça, c'est une info, mais c'est pour la petite blague de Mike Russell, qui est un journaliste d'investigation plutôt très très bien informé sur beaucoup de choses, et qui dit qu'il a entendu que le GFL aimerait tenter de revenir. Tu te rappelles du GFL? Très bien, je fais travailler pour eux. Enfin, ils m'ont proposé de travailler pour eux. Qui avait drafté des combattants, tous des anciens, qui leur avait promis des salaires aux Américains, qui n'a jamais fait un événement. Et ben apparemment, je me rappelle très bien. Apparemment, ils essaieraient de revenir et de faire quelque chose. D'accord. Donc voilà. On va les attendre. C'était pour la blague. On va les attendre. On passe au KSW. C'était samedi soir à Radom, en Pologne, Aldrich. Là, bravo RMC. C'était une très belle soirée. Très belle soirée. Très belle soirée. Avec un Oui, j'ai été gêné par une moustache. Moi. La moustache de Thomas, je la comprendrai jamais. Je lui en ai pas parlé encore, mais s'il m'écoute, la moustache, c'est un non pour moi. Mais après, chacun fait son choix. Capillaire. Ouais. Tu vois. Et puis l'excellent Baba, toujours bien. Qui était dans le canapé pour nous parler entre les combats. C'était bien foutu. Là, tu vois, toujours. Oui, Alric, tu dis du mal d'RMC. Non. Je vais dire ce que je pense, comme d'habitude. J'ai trouvé le Antoine Simon Taylor avec backstage les interventions de Thomas et Baba super bien fait. C'était à tous les combats, ça balançait, ça meublait bien. C'est souvent ce qu'ils font intéressant pour les numéroter. Et ça, moi, je l'ai fait souvent avec Thomas en plateau. Et c'est vrai que c'est pas mal. On peut rebondir avec Taylor et Antoine. Ouais. T'as un ping-pong qui s'installe. Antoine et Taylor, ça peut les faire respirer aussi quand nous on faisait les interventions. J'ai toujours bien aimé la construction de ce genre de truc. Et là, c'était parfait pour un événement en plus en soirée. Tu vois, c'est cool pour accompagner les gens. Sinon, tu as les gros temps morts entre des combats qu'on connaît pas trop, tu vois, au KSW pour certains, le grand public en tout cas. Donc c'était très agréable à regarder et super bien. Et donc, le main event, bien sûr, le TKO au round 2 de Salah
Saladin Parnasse contre Marcin Held qu'on avait présenté, hein, c'était un gros test. On persiste à dire que c'est un gros test, même si c'était son plus gros test. Le Marcin Held de Prime, ça reste un très bon combattant passé par les plus grandes orgas de la planète, un grand spécialiste du sol, même si un poil unidimensionnel là-dessus. Mais voilà, il n'a pas été en danger une seconde. Non, mais attention, il n'est pas unidimensionnel. Il est moins fort en striking que des strikers d'élite, mais normalement, il casse bien la distance. Et, rappelez-vous contre Davy Gallon, qui est un très bon striker aussi. Mais normalement, son striking, ça lui permet vraiment de rentrer dans la distance et d'être très gênant et de peser au clinch. Là, il a été inexistant. RMC, d'ailleurs, a remis sur ses réseaux, tu vas te à voir, parce que je crois que c'était juste avant le podcast, après le combat, il parle à un moment et ils ont traduit ce qu'il dit. Il est choqué par le niveau de Salah, quoi. Mais oui, mais il commence à taper fort, il est trop rapide. Là, il est injouable. C'est-à-dire que moi, là, c'est très très fort, Aldric. Très 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 fort. C'est-à-dire que même dans les phases de sol, il n'est pas une fois en danger face à un mec qui est spécialiste. Il est tellement explosif, rapide. Même la séquence finish, le coup au corps, c'est un monstre. Non, mais on va se répéter. Vous pouvez nous dire ce que vous voulez parce qu'il est cocasse. C'est un monstre, Saladin Parnasse. Moi, je te dis vraiment ce que j'en pense, sans cautionner quoi que ce soit. Je pense que leur strat, elle est intéressante, parce qu'en fait, ils n'ont pas fait que coffrer de l'oseille. Il était, Saladin, perméable, il y a quelques années, sur la distance. C'est-à-dire que, devant son entrain, alors il n'est pas fou comme Jean Silva, mais il était un peu foufou, tu vois. Et il rentrait de près, des fois il rentrait dans la poche. J'ai pas besoin de vous demander de me croire. Le Daniel Torres, c'est pour ça qu'il se fait attraper, parce qu'il reste dans la poche, tu vois, et qu'il prend cet intérieur de la main en sortie. Et en fait, il y a devant des gros lutteurs ou des mecs qui mixaient très bien, il y a quelques années, il aurait pu être en difficulté. Là, aujourd'hui, il a une gestion de la distance qui est absolument parfaite. In and out, il sort. Il punit quand ça frappe dans le vide. Il frappe très très fort, beaucoup plus qu'avant. Je trouve qu'avant, c'était rapide, mais pas forcément puissant. Là, il est posé sur ses appuis, sur ses frappes. Même par rapport au moment où il a re-signé au KS, là, ça doit faire 2 ans maintenant, quelque chose comme ça. Mais il est plus fort qu'avant. Ouais. Ça, là, ils sont en train de créer un monstre. Et quand il va y aller, là, non seulement, moi je persiste, parce que là, vous pouvez vérifier, ça fait des années que je le dis, je sais que tu l'aimes beaucoup aussi. Non seulement il va battre des mecs à l'UFC, mais il va battre plein de mecs à l'UFC. Non, mais la question, c'est à quel là, là, moi je pense que faut pas mettre. Il va falloir aller chercher haut pour avoir un mec qui va l'arrêter. Là, très haut. Prochain combat au KS, son dernier. J'espère qu'il va le faire vite pour être libéré. Donc c'est ça. Moi, je pensais qu'il en restait 2 après. Un seul. Par rapport à ce qu'il m'a dit, Hatch a confirmé qu'il en reste un seul. Je te cite Hatch, comme ça après on en parle bien. Cite-moi Hatch. Au micro de RMC Sport également, puisque c'était après cette 4e, je ne l'ai pas dit, c'était la 4e défense du titre lightweight pour Salah, au KSW. Il nous reste encore un combat. Ensuite, on sait que le niveau pour aller beaucoup plus haut, on l'a. Tac, tac, la fin. Souhaitons-lui un bel avenir. Je pense que ça va se dessiner pour de vrai cette fois-ci. On en reparle fin mai. Donc déjà, il se fait sous-entendre que le prochain combat, ils espèrent le faire pour mai, quoi. Et que derrière... Ouais. Moi, je te dis, je reste persuadé qu'il va... Je pense que ça va se dessiner pour de vrai cette fois-ci. On sait exactement ce que ça veut dire. Il va y aller cette année. Mais oui, moi je pense qu'il y va, qu'on l'aura à Paris. Et que... C'est top. Si on l'a à Paris, c'est top. Et que maintenant, en plus, il est prêt. C'est-à-dire que moi, je trouve, on a toujours vu un mec super fort. Faut arrêter, ça fait des années maintenant qu'on en parle. Et on a toujours vu un mec super fort. Même contre Bartos, il est sorti grandi de ce test à 77 parce qu'il n'a pas démérité. Mais je trouvais, moi, que c'était à voir. Il fallait poser le truc contre des très gros lutteurs. Là, aujourd'hui, avec la shape qu'il a, son endurance, sa gestion de la distance et sa puissance, ok, on est prêt ils sont prêts à y aller maintenant et on va se régaler. Oui, là, il a le niveau. En fait, dire, ils sont beaucoup plus forts pour y aller qu'ils n'y étaient il y a 2-3 ans. Et puis c'est pas que le côté financier. C'était trop tôt d'y aller l'année dernière. Moi, je le pense. Attention, il faut rester trop tôt. Pourquoi? Oui, il aurait fait des victoires. Bien sûr, il est tellement trop fort. Trop tôt pour arriver dans le top 5, je veux dire. Non, et je répète, parce que je c'était trop tôt. On m'a répondu aussi sur ça dans les commentaires, mais je le dis encore. Kamaru Usman, Volkanovski, ils sont arrivés à l'UFC à 28 ans. L'âge qu'a Salah. Les carrières qu'ils ont fait derrière. Alors oui, ils avaient démarré leur carrière plus tard, leur carrière de MMA. Mais ils avaient aussi, Kamaru, il avait de la lutte pendant longtemps. Volk, il avait fait du rugby à bon niveau. Enfin, tu vois, c'est pas des mecs qui avaient rien fait en sport, donc ils avaient aussi du kilométrage athlétique. Et puis Alex, Salah, il y a une maturité. Je vous le dis tout de suite, il va exploser beaucoup de monde à l'UFC. Moi, je te dis, l'année dernière, c'était pas sûr que sur un gros test à l'UFC, ça passe forcément. C'était un peu de la proba. Là, aujourd'hui, le mec est à son gap. C'est-à-dire qu'il va encore progresser, parce que l'anglais, t'imagines, il a encore je suis sûr qu'il a encore une marge de progression sur quasiment tout, hormis son physique. Je pense que là, il est au gap.
C'est maintenant qu'il faut le voir. Avant, ça aurait été trop tôt. Moi, je ne peux qu'applaudir la strat de Saladin et de Hatch. Cette année, c'est la bonne année. Et qu'est-ce qu'il est complet quand même. Maintenant, oui. Il est fort partout. T'as vu au sol il a pourtant Eld, demi-garde profonde. Il avait des armes pour aller renverser. Et tous ceux qui vont te dire, mais il n'a pas eu l'opposition pour le prouver. Comment vous pouvez savoir qu'il est aussi fort? Déjà parce que je pense qu'on a assez vu de MMA dans notre vie, Eldrick, pour voir en fait avec nos yeux ce qu'il vaut, Saladin Parnasse. Ça se voit quoi par rapport à le talent qu'il a. C'est palpable si tu regardes beaucoup de MMA. Et là, je trahis aucun secret, mais toi, tu l'as déjà eu dans ta salle. Ouais. Je connais beaucoup de gens qui l'ont eu dans la salle. Et croyez pas, ceux qui nous écoutent, qu'il y a un grand complot. Chaque fois que tu parles à des mecs du MMA français qui l'ont vu sur un tapis et que tu leur demandes c'est qui le mec qui t'a le plus impressionné, je déconne pas, 8 fois sur 10, le nom qui revient, c'est Saladin Parnasse. Évidemment. Et je parle pas que de mecs qui sont au niveau KSW, Hexagone ou Ares. Je parle aussi de mecs qui sont à l'UFC aujourd'hui. Et qui, quand ils te disent. Le niveau, il l'a. J'en ai pas parlé à Axel, mais je pense que si tu demandes à Axel, il va avoir la même réponse. Parlez-en à Benoît, parlez-en à Fares, parlez-en à tous les mecs qui sont à ce niveau-là. Ils vont vous dire ce qu'ils pensent de Saladin Parnasse sur un tapis. C'est le bon moment pour lui. Question. Là, c'est moi qui te pose la question. Si tant est que ces déclarations lors de l'Hexagone sont vraies, moi, je pense qu'on a un Saladin qui performera à 66. Je cite 74 kilos à 10 jours du fight, quand il a été interviewé. Enfin, une semaine, 10 jours. Ça, c'est pas des poids de lightweight, Alex. Non. Ça, il peut exploser plein de lightweight. Après, moi, j'ai eu cette semaine, je t'en ai même pas parlé avant, mais sur la balance, je trouvais qu'il... Il est massif, mais il est pas super grand. Il était grimaçant et tu vois, je me disais, est-ce qu'il va pouvoir gagner 4 kilos de plus? Alors, ça permet d'ouvrir sur son prochain combat avant d'aller à l'UFC. C'est pour ça que je te parle de ça. J'aimerais de parce que c'est intéressant. Tu as plusieurs possibilités. Tu as l'idée, tu peux te dire, on va essayer de faire Bartoszynski encore, la revanche, 77 pour triple champ avant de s'en aller, genre tu mets ta pierre définitive, le KSW, le plus grand de l'histoire, c'est Saladin Parnasse dans cet orga-là. Sinon, plus intéressant, il était au bord de la cage, donc le champion intérimaire de 66, Patrick Kaz, alors je ne veux pas l'écorcher trop, Kaczmarczyk, je pense que je l'ai dit à peu près bien. Il n'a pas fait 66 depuis août 2023, depuis Ruchala, le soccer kick au corps, là, souvenez-vous. En fait, moi, ça dépend de la stratégie. Si tu veux aller à l'UFC à 66, c'est mieux de faire 66 à ton prochain. C'est ça. Voilà. C'est ça. Et d'ailleurs, s'ils prennent ce combat-là, pour moi, ça veut gros comme une maison dire ok, on va essayer de faire 66 à l'UFC. Si vraiment il était à 74, comme il le dit, c'est des chiffres de 66, Alex. Oui, non, mais c'est point. Au moment où il le dit, oui, clairement. Et je pense que le choix va être très intéressant. S'ils font Bartoszynski, je pense qu'il y a quand même plus la volonté de rester en 70. Parce que ça veut dire que tu vas encore essayer de prendre un peu de masse musculaire. Après, il a une génétique de ouf, il peut prendre de la masse. Mais s'il l'a pas pris... Alex, ce mec-là est super bien entouré. Hatch, il n'est pas tombé de la dernière pluie, mais bientôt il est plus vieux que le MMA, Hatch. Il organisait le Extreme Gladiator, c'était dans les années 2000, s'il te plaît, 2005, je crois. Donc le mec, il y a Boris Johnson. C'est que la phrase que tu as dit veut rien dire, parce que toi et moi, on est plus vieux que le MMA. C'est vrai. Dans sa version moderne. Mais je parle du MMA français, tu vois. Voilà. Le mec, il était au balbutiement du truc. Boris John Stomp, Arnaud Templier. Le mec est bien encadré. Je veux dire, je pense que s'il n'a pas pris cette masse, c'est parce qu'il y a une volonté de refaire 66. Maintenant, moi, je ne fais que spéculer, écouter des chiffres. S'il faut, c'était pas les vrais chiffres, tu vois. Mais moi, je m'en réfère à ça et je le trouve très costaud aussi. Mais si vraiment il était à 74 lors de l'Hexagone de samedi dernier, c'est un poids de 66. C'est que s'il est à Paris, ça va être une des stars de l'UFC Paris. Le public mais va c'est être une en star. feu. Et l'UFC va le voir direct. Ils vont voir, ah ouais, ok. En plus, comme Keita, je pense qu'ils vont lui mettre un test tout de suite, un gros nom. Ça va être le feu dans les tribunes, s'il est là. Et ça, c'est pour le sourire, parce que tous ceux qui ont défendu Parnasse depuis des années, on a quand même pris plein la tête, souvent, dans les commentaires. Je peux te dire que je vais regarder avec un petit sourire amusé quand il détruira tout le monde à l'UFC et que beaucoup de vestes vont tourner. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, je m'en fous de détruire. Non, mais il y a eu... Lui, il y a quand même une partie du public qui a été très vache avec Saladin Parnasse. Parce que t'as Henri, 7 ans, qui t'a envoyé un message sur Twitter. Non, mais je trouve qu'on a été très vache avec ce gamin-là. Alors que sa construction de carrière, elle est logique. Et que je rappelle aussi... Pardon d'insister, mais avec quand il y a des commentaires bienveillants sur les gens, en fait. Prize fighting. Non, mais tu fais ça. Alex, explique-moi. Le nom c'est du quand game, les bienveillants le nom du game, c'est prize fighting. Dès que le mec fait une contre-perf, ils se font défoncer comme tout le monde. Parce que Twitter, c'est l'Australie. C'est la même chose que l'Australie, Twitter. Mais lui, ça va au-delà. C'est-à-dire que lui, il n'y avait pas besoin de contre-perf. C'est-à-dire que même en gagnant, il se faisait défoncer.
Et plombier, ça affronte des plombiers, et il vaut rien, et il pense qu'à l'argent. Et je comprends même pas. Il y a des critiques. Tu sais, quand Hatch dit c'est un des meilleurs au monde, il y a souvent eu, je lisais souvent des critiques. Il n'a pas le droit de dire ça, il peut pas nous dire ça. Mais il peut dire ce qu'il veut, en fait. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Après, vous pouvez ne pas être d'accord, mais depuis quand les gens décident de ce que Hatch a le Moi, droit je de vais dire rester ou pas? sur. D'ailleurs, Justine, je veux un t-shirt. Twitter, c'est l'Australie. J'adore ton t-shirt. Pour ceux qui n'ont pas la rêve, donc c'est les pigeons de Mike Tyson. Avec Mike, nous avons un certain attrait pour les pigeons. Une passion pigeon. On ira visiter la pigeonnière de Aldric Cassat. Évidemment, je t'ouvre les portes de ma pigeonnière avec grand plaisir. Je pense que le choix, en effet, donc pour finir du prochain combat au KS, il va nous donner beaucoup d'indications sur là où ils vont décider d'aller à l'UFC. Le truc qu'à pas faire, enfin après ils font ce qu'ils veulent une nouvelle fois, mais je pense que t'as rien à faire à redéfendre à 70 en fait au KS. Bah, si t'y vas, oui. Si t'y vas pas, il a battu les 4 premiers du ranking. Aujourd'hui, le premier du ranking KSW, c'est Valeria Ryu-Mircea qu'il a battu en avril 2024. Enfin, les 70, il les a nettoyés. Je pense que ça va dépendre aussi de dans quel KT il veut signer à l'UFC. Ça, il n'y a que son équipe. Après, s'il veut faire. Mais tu vois, même si tu veux faire 70 à l'UFC, faire Bartos 77 pour reprendre encore un peu de muscle avant de faire tes cuts à 70 à l'UFC, c'est pas bête non plus. Après, alors là, c'est le fan qui parle. Je trouve qu'avant d'arriver à l'UFC, une défaite, c'est pas hyper. Tu vois? Non, mais par contre, une victoire et triple ceinture. Ça reste un gros. En fait, si vraiment Salah, il fait 75 kilos le jour du combat. C'est pas écrit. Hein. T'as un mec qui fait 89, Alex. C'est pas écrit. Preuve, il l'a battu. Bartos l'a battu dans le premier. Mais si jamais t'y arrives. Ouais, mais moi, je trouve que 15 kilos d'écart, je suis pas sûr. C'est que mon avis. T'imagines l'aura que t'as? Peut-être qu'il y a un très très gros billet à faire pour eux aussi, mais moi je suis jamais pour aller prendre un mec qui fait 15 locks de plus que toi. Les risques de blessure, tous ces trucs. Ça, j'entends ce truc, mais t'imagines l'aura quand il arrive à l'UFC? Ouais, moi je suis pas fan de ça, du risque. Ils font dans le broadcast US, là, ils te font la présentation. Le mec, il était champion. Avec les années, Alex, moi je suis devenu un assureur. De Feather. Rapport, sinistre, prime. Il est champion de Feather à welter. Il arrive pour fracasser tout le monde. Il y a une belle Nous ne histoire. sommes pas dans un animé japonais, Alexandre. En tout cas, ça sent bon pour Saladin Parnasse à l'UFC. Et on parle un peu de la carte parce que oui, Saladin c'est la star, mais moi je voulais dire deux choses. J'ai 2 points à noter. Moi j'avais Amaury Wako, bien sûr. La carte dans sa globalité, moi je trouve que c'était une super soirée. Souvent on dit ouais le KS, c'est des plombiers, c'est des machins. Moi, vite fait, que ce soit même le combat poids lourd, j'ai bien aimé avec le mec qui avait fait le Glory et qui avait battu il avait battu Madrari, je crois, il y a quelques années. Le combat poids lourd avec Wrozek là, contre Bajor, magnifique. Les filles avec la petite Siskawa, là, je sais pas comment on appelle ça. Siskoska, là, contre la petite qui s'est fait virer de l'UFC avec un 0-4, mais qu'elle a balayé. 1-3. 1-3, pardon. 1-3. Qu'elle a balayé. Tu sais que cette Vidal-là, elle avait une victoire sur Eline Perez. Ouais. Pour le titre de l'organisation Samurai Fight House, c'est une organisation argentine, d'où vient Valeros d'ailleurs, également. Eline Perez qui est numéro 8 aujourd'hui. Non mais attention, elle est pas mal la petite polonaise. 21 ans, 7-1. Moi je te dis, dans cette KT moins de 61 qui est quand même pas la plus fournie chez les femmes à l'UFC, elle a une bonne tête de prospect. Je pense que c'est à cette KT-là, même si elle fait qu'à 1m65, je pense que c'est dans cette KT-là qu'elle doit aller parce que je la trouve quand même un peu lente. Mais pour être totalement honnête, elle a un potentiel de top 15 de cette KT. Ouais, à 61, elle est pas mal. Elle a battu une Brésilienne qui est quand même solide. Et même si les autres sorties étaient plus timides en flyweight, moi je pense que elle a quand même tout fini quasiment. Mais c'était un combat intéressant à regarder. 61, ouais. Tu vois, même le combat à 95, t'es pas fou. Soyons honnêtes, mais tu peux pas avoir une carte parfaite. Amaury, donc Wako. Ouais, et même avant Wako, si vous n'avez pas regardé, allez regarder le petit combat à 61 là, entre Kasperzak et Kazietko. C'était très technique aussi. Ça c'est bien, et puis ça c'est bien envoyé. Ouais. Et pour revenir à Wako, écoute. Et donc notre Amaury, on est chez les moins de 77 cette fois qui s'impose. Belle victoire. Victoire décision unanime sur Victor Servinski. Il passe en 5-0. C'est un coup de tête qu'il a downé. J'ai l'impression moi aussi. L'angle de vue n'est pas super optique, mais j'ai bien l'impression que c'est un choc de tête. C'est un choc de tête. Que dire d'Amaury Wako? Progrès constant. Les liaisons pour un grand, je les trouve magnifiques. C'est pas du clinch de Greco parce que c'est un judoka, mais on a compris ce qu'il faisait. Il a un vrai potentiel, Amaury. Je trouve que son striking était. Il y en a plein. En fait, le down a pénalisé les critiques que j'ai entendues sur son striking. Moi, j'ai trouvé le striking pas mal du tout. Parce que globalement, il a bien géré son combat. Le coup de tête, le son, il va tout de suite chercher la lutte. Hyper intelligent. Alex. Dans ces phases-là, et Ground and Pound, il est nettement supérieur. Donc, très intéressant.
Tu sais, j'aime bien parce que je disais 5-0, donc c'est un des gros prospects pour moi du MMA français, mais il est moins dans la lumière que d'autres prospects. Ouais, qu'on voit plus, nous, dans sa propre. Attends, parce que. Tu sais, on les voit à Arès, à Hexagone, donc Ouais. forcément, ils sont plus dans les lumières qu'un lui. Je trouve il progresse, tu vois, sans faire de bruit, tranquille dans son coin, mais c'est un des mecs dont il faudrait parler. Ouais. Parce que ça va vite titiller l'élite du KSW. Ça peut aller très vite en plus. Et il faut revenir là 2 secondes. Je voulais revenir sur le poste de Gaëtan Hurtel parce que intéressant son mois, ses 30, pas ses 30 jours, mais comment dire, la perf de son équipe. Voilà, je reprends juste le poste vite fait, Old School Academy. Voilà. Et on va conclure là-dessus. Ouais, parce que c'est quand même pas mal ce qu'il a fait. Attends, je reprends juste vite fait. Un mois de zinzin, voilà. Il a fait, avec sa Old School Academy, il a fait Ryan Balbali au PFL, Théo Ulrich, demi-finale d'Hexagone, et victoire d'Amaury Wako. C'est pas mal quand même. Ouais, c'est assez propre. C'est un beau mois, c'est intéressant. Et effectivement, dans cette équipe, il y a plein de noms. Il y a Théo Ulrich, il y a le petit 57, là, j'arrive plus à cette heure-ci, aide-moi. Michael Aljarouge. Il y a du monde dans cette équipe. Il y a le petit Duragrin qui va refaire le PFL en Espagne. Donc il y a beaucoup de prospects dans cette équipe. Donc dans sa propre équipe, il y a de la concurrence. Quand il fait des sorties au KS, quand tu es sur la carte de Saladin, on t'oublie un petit peu. Mais Amaury Wako, c'est pas le dernier de la classe, à la old school. Pas du tout. Et il faut suivre. Nouvelle KT à 77, il a du gab. Et surveillez fort Amaury Wako. Ouais. Je pense qu'en effet, il y a un potentiel très grand pour l'avenir. Ouais. Et on verra jusqu'où ça mènera. Mais je te dis, ça va pas mettre très longtemps à titiller les sommets au KS, à mon avis. Il y a le talent pour dans cette KT-là. Merci, monsieur Aldric Cassata. On a été encore une bonne petite émission. Toujours un plaisir, monsieur Herminet. On a encore, même s'il n'y avait pas eu une actu folle, mais on a encore fait nos 2 heures. Il y a une carte folle. On n'y arrivera pas, Justine. On n'y arrivera pas à faire 1h30. Il y a une carte folle. Il fallait parler de cette carte dans sa globalité. Non. Et pareil, je te dis, moi je trouve que le KS c'était agréable à regarder. Il fallait en parler. Il fallait mettre un petit peu les points sur les i parce que c'est pas une organe plombier. Le niveau, là, je l'ai trouvé très intéressant. Ouais, et puis on souligne une nouvelle fois bravo et à Amaury et à Saladin pour les performances de ce week-end. Et c'est pas la semaine prochaine qu'on fera 1h30 non plus, puisqu'il y aura le débrief de l'UFC 324, la preview de l'UFC 325 qui sera le samedi d'après à Sydney. On a aussi un Arès, je crois, le 30 janvier. On a un Hexagone, il me semble, non aussi. Celui à Lille, je crois ou... Non, Lille, c'est Tandia-Chaumont en février. Ouais. Mais donc il y en a un entre deux. Montpellier. Il y a le Boifia également. Montpellier, peut-être, je crois. Je crois qu'il y en a un en fin janvier à Montpellier. Donc voilà, gros programme la semaine prochaine. Le MMA est bien de retour avec le retour de l'UFC en force. Donc on a beaucoup de choses à dire dans Aldric Enerby. Et fin de semaine, Jab Culture, un petit top 10. On s'en est pas parlé avant l'émission parce que je voulais proposer les différents. Alexandre Herbinet m'a fatigué avec ses top 10. Je suis là, les top 10 d'Alexandre Herbinet. On en a fait qu'un pour l'instant. Il est là au bout de 1. Donc voilà, on se retrouve en fin de semaine bien sûr pour tout ça. N'hésitez pas, allez-y, inondez-moi la plateforme Fight Jab IQ, la plateforme de pronostic de Jab Life, pronostiquée sur cette UFC 324. Et vous aurez votre classement et on fera un concours, bien sûr. On vous dira quand ça démarrera officiellement pour gagner des lots. Merci, Aldric. Twitter, c'est l'Australie. Merci à tous. Merci, Justine, en régie. Et voilà, méditez cette phrase de l'oracle. Merci à tous et à très vite sur Jab Life. Ciao, ciao.